Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime, car cela représente le monde pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter de notre immersion dans l'histoire. Ethan Grave était un nom qui inspirait à la fois l'admiration et la peur dans la vaste métropole qu'il appelait son royaume. Dès le moment où la ligne d'horizon de la ville était visible, Ethan avait fantasmé de posséder chaque parcelle. Il avait grandi dans un petit appartement d'une chambre avec des tuyaux qui fuyaient et des lumières qui clignotaient. Chaque scintillement lui rappelait que rien n'était permanent, et chaque goutte d'eau des tuyaux alimentait sa détermination à s'élever au-dessus de tout cela. Il a commencé par de petites arnaques, vendant des barres de chocolat à ses camarades de classe, réparant de vieux ordinateurs pour les voisins, et s'enseignant progressivement chaque facette du monde des affaires. Une fois qu'il s'est concentré sur le concept de l'investissement immobilier, il n'y a pas eu de retour en arrière. À l'âge de 30 ans, Ethan avait bâti une série de projets réussis, chacun plus ambitieux que le précédent. Il semblait posséder un sens du timing surnaturel, sachant toujours quand acheter, quand vendre et quand se retirer. Les gens chuchotaient qu'il avait de la glace dans les veines, ses émotions enterrées sous des couches d'ambition. Ces rumeurs ne le dérangeaient pas. En fait, il les cultivait. La peur dans les yeux de ses concurrents était un outil utile. À 45 ans, Ethan Grave possédait le plus haut gratte-ciel de la ville, une merveille de 100 étages en acier et en verre qui portait son nom, la Tour Grave. C'était le symbole ultime de la domination, une structure qui se tenait au-dessus de tout le reste, projetant son ombre imposante sur le quartier des affaires. La tour abritait le siège mondial de son conglomérat, Grave Industries, qui couvrait la finance, la technologie, la logistique et l'immobilier. Il était imparable, inflexible et désintéressé de tout ce qui n'avait pas de retour financier direct. Les employés d'Ethan le vénéraient et le redoutaient dans la même mesure. Des histoires circulaient selon lesquelles un seul regard de sa part mettait fin à des carrières. Il renvoyait des équipes entières sans préavis si elles sous-performaient. On disait que le bureau du dernier étage, où il passait la plupart de son temps, était stérile, dépourvu de tout effet personnel, pas de photos de famille, pas de souvenirs, pas même une plante de fenêtre. Ce n'était pas loin de la vérité. L'espace était conçu avec une esthétique épurée et minimaliste à l'esprit, un bureau en acier, une chaise en cuir et une vue à couper le souffle sur la ville. Mais pour Ethan, ce n'était que fonction, pas de forme. Il n'avait pas de patience pour les distractions, surtout les distractions émotionnelles. Sa vie sociale était tout aussi stérile. Il ne croyait pas qu'il fallait perdre du temps avec des frivolités comme les dîners ou les rencontres occasionnelles. Il avait déjà essayé d'être en couple, il y a longtemps, mais y avait mis fin quand il avait réalisé que les questions de cœur le ralentissaient. Les émotions sont des passifs, avait-il dit à un ami qui avait osé lui faire la morale sur son comportement froid. Tout a un coût, surtout les relations personnelles. À partir de ce jour, il est résolu de rester sur ses gardes, canalisant toute son énergie dans la construction de richesses et de pouvoir. Un soir de fin d'automne, Ethan se tenait près des fenêtres du sol au plafond de son bureau privé, regardant les lumières de la ville. De son point de vue au 80e étage, tout semblait petit et gérable. Il aimait cette sensation, le sentiment qu'il avait maîtrisé son environnement. Il but une gorgée de café noir, la seule boisson qu'il s'autorisait après 20 heures, et écouta le faible bourdonnement du système de climatisation centrale du bâtiment. Jusqu'à présent, c'était une soirée typique. Il prévoyait de finaliser plusieurs contrats importants, d'examiner une série de rapports de performance et peut-être de faire une sieste rapide sur le canapé du bureau avant l'ouverture des marchés en Asie. Alors qu'il se détournait de la fenêtre et s'installait dans son fauteuil en cuir, Ethan n'avait aucune idée que cette nuit serait différente de toutes les autres. Il ne savait pas que quelqu'un s'était glissé devant sa forteresse de garde de sécurité et de caméras de surveillance. Il n'avait aucune idée que les prochains instants allaient ébranler le fondement de sa vie bien ordonnée. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il avait des tâches à accomplir et qu'il avait l'intention de les achever avec son efficacité habituelle. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était d'entendre un son doux et froissant. Comme le faible mouvement de papier émanant d'un coin sombre de son bureau. Il avait rarement des invités non invités, surtout pas à une telle hauteur et surtout pas à cette heure. Il s'arrêta, la tasse de café à mi-chemin de ses lèvres, les oreilles attentives au moindre bruit. Lorsque le bruit revint, il posa la tasse doucement et se leva, chaque muscle de son corps tendu. Il contourna le bureau, scrutant les ombres projetées par l'éclairage minimal. Son cœur battait à un rythme auquel il n'était pas habitué, car il n'était pas facilement surpris.
Mais l'idée que quelqu'un ait pénétré son sanctuaire intérieur libéra une terreur glaciale qui le rongeait. Il se prépara à affronter un voleur, ou peut-être un espion envoyé par ses rivaux. Pourtant, ce qu'il a trouvé était bien plus choquant et s'avérerait finalement bien plus lourd de conséquences que tout ce qu'il aurait pu anticiper. Ethan s'approcha du côté le plus éloigné du bureau, prêt à lancer des ordres ou même à maîtriser physiquement l'intrus si nécessaire. Au lieu de cela, il vit une paire de grands yeux le fixant derrière le bureau en acajou. La silhouette semblait incroyablement petite. Alors qu'il allumait une lampe de bureau, l'illumination révéla une adolescente recroquevillée sur le sol, ses cheveux en désordre, son visage strié d'inquiétude. Et peut-être une pincée de défi. Pendant un instant, Ethan se figea. Il était tellement incongru de voir un enfant dans son bureau qu'il se retrouva momentanément sans voix. Ce lapsus était rare. Ethan était connu pour ses remarques cinglantes et ses décisions rapides. Mais la présence brute et désarmante d'une fille de 14 ans le choqua au point de le réduire au silence. Il retrouva rapidement son calme. Sa voix sortit dure, comme si elle était dirigée vers un adversaire 3 fois sa taille. « Qui es-tu » demanda-t-il, son ton bas et menaçant. « Et comment diable es-tu entré ici ?» La fille cligna des yeux en le regardant, ne se recroquevillant pas comme il aurait pu s'y attendre. Si quoi que ce soit, elle avait l'air irritée d'avoir été découverte. Elle se leva lentement, époussetant son jean et ajustant le sac à dos usé sur son épaule. « Je m'appelle Maya, dit-elle, sans aucune vibration dans sa voix. Je suis entrée ici parce que je suis douée pour ne pas être vue. » Ethan la fixa, incrédule. Le culot de cet enfant. Il serra la mâchoire, essayant de maintenir son comportement glacial. « Tu t'es juste faufilé devant la sécurité ? Tu es en train de me dire que tout le système de sécurité de mon bâtiment est si défectueux qu'un enfant peut le contourner. » Maya haussa les épaules. « Je me faufile dans les bâtiments depuis un moment. Ce n'est pas si difficile si vous savez quand les gardes changent et où les caméras ont des angles morts. » Un éclair d'agacement traversa le visage d'Ethan. Il était fier du fait que sa tour était impénétrable. « Tu ne peux pas juste, » commença-t-il, pour s'arrêter au milieu de la phrase. Il remarqua le regard inébranlable de Maya. Elle l'étudiait avec autant d'intensité qu'il l'étudiait elle. Il appuya rapidement sur un bouton de son téléphone pour appeler le chef de la sécurité, mais avant de parler, il se tourna vers Maya. « Pourquoi » demanda-t-il, la curiosité l'emportant sur lui. « Pourquoi risquerais-tu de t'introduire dans un endroit comme celui-ci » La fille prit une inspiration. « J'avais besoin d'un endroit tranquille pour travailler à l'abri des regards indiscrets, loin des gens qui me dérangeraient ou me mettraient à la porte juste parce que je n'ai pas l'air d'y avoir ma place. » Ethan faillit rire. L'idée qu'une adolescente choisisse le 80e étage de la tour Grave comme cachette pour ses devoirs était bizarre au point d'être absurde. « Un endroit tranquille » répéta-t-il. « Tu réalises que c'est une propriété privée. » L'expression de Maya s'assombrit. « Je sais, mais la bibliothèque ferme tôt et je n'aime pas rentrer à la maison. » Elle parlait avec un détachement qui laissait présager des problèmes plus profonds, comme si la maison n'était pas un lieu de confort pour elle. Je me suis dit que personne ne viendrait ici aussi tard. Ethan fit un pas en arrière, réévaluant la situation. Il n'y avait pas de menace immédiate, aucun signe apparent qu'elle était armée. Pourtant, elle n'avait rien à faire ici. Et pourtant, il y avait quelque chose d'extraordinaire chez elle. Elle se tenait avec une confiance que la plupart des adultes n'avaient pas. Elle était évidemment intelligente. N'importe qui capable de franchir la sécurité de la tour Grave devait l'être. Elle se tenait là, impassible, même si elle était en présence d'un homme connu pour sa cruauté. Avant qu'il ne puisse la questionner davantage, la voix rauque du chef de la sécurité grésilla sur l'interphone. « Monsieur, y a-t-il un problème ?» Ethan fixa le regard de Maya et répondit sèchement, « Oui. Il y a une intruse dans mon bureau. Veuillez la faire sortir. » Maya se raidit. Elle semblait prête à protester, mais au lieu de cela, elle hocha simplement la tête, comme si elle s'attendait à ce résultat. Alors que l'équipe de sécurité s'approchait, des pas lourds résonnant dans les couloirs, l'esprit d'Ethan s'agitait. Que faisait une adolescente avec un sac à dos abîmé au milieu de la nuit, caché dans son bureau? Elle a dû remarquer la lueur de curiosité dans ses yeux, car ses lèvres se sont recourbées en un sourire entendu. Elle sortit une seule feuille de papier de son sac et la plaça soigneusement sur le bureau d'Ethan. « Lis-la si tu veux, dit-elle. Cela pourrait valoir ton temps. » Les gardes de sécurité arrivèrent et l'escortèrent à l'extérieur.
Ethan n'eut même pas la chance de lui poser d'autres questions. Dès que la porte se referma derrière eux, la tension dans la pièce se relâcha. Pendant un long moment, il fixa la porte fermée, perplexe devant cette étrange rencontre. Puis, lentement, il se dirigea vers son bureau et ramassa la feuille de papier que Maya avait laissée derrière elle. Ce qu'il vit le coupa presque le souffle. La page était remplie d'équations mathématiques, de graphiques et de lignes de code. Il reconnut certains des symboles comme ayant trait à l'analyse boursière, aux algorithmes prédictifs, aux indicateurs de volatilité, des choses que les analystes professionnels passaient des années à affiner. Mais ces notes étaient très avancées, presque étrangement. Ethan se laissa tomber dans son fauteuil, laissant échapper une lente expiration. Il n'avait jamais rien vu de tel. L'écriture était d'un génie presque, ou du moins le travail de quelqu'un ayant une compréhension profonde de la modélisation financière. Il détaillait une approche potentielle du trading algorithmique qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Intrigué, il la relut encore et encore jusqu'à ce que les mots se gravent dans sa mémoire. L'horloge de son bureau affichait 3h47 du matin lorsqu'il plia finalement le papier. Il réalisa qu'en une seule nuit, une adolescente avait réussi à pénétrer son espace le plus sécurisé et à laisser un puzzle si captivant qu'il ne pouvait s'empêcher d'y penser. L'épuisement pesait sur lui, mais la curiosité brûlait plus fort. Ethan Grave, le magnate au cœur froid, savait ce que cela faisait de n'être surpassé par personne. Pourtant, ce soir, il sentit quelque chose qui s'apparentait à être déjoué. Néanmoins, il avait des ressources au-delà de l'imagination. Le prochain mouvement, décida-t-il, serait le sien. À la recherche de Maya le lendemain, la tour Grave était en pleine effervescence. L'équipe de sécurité d'Ethan passa au peigne fin les images pour identifier précisément comment Maya s'était faufilée, mais la jeune fille était étrangement timide face à la caméra. Elle semblait savoir exactement où se tenir et quand se déplacer pour éviter d'être filmée. Ils ne trouvèrent que quelques aperçus fugaces. Une petite silhouette glissant par une entrée latérale pendant la distraction momentanée d'un garde, se cachant derrière des piliers structurels, se faufilant dans les couloirs en parfaite synchronisation avec les rondes des gardes. Ethan regardait les images avec un grand intérêt. Il n'était plus simplement furieux de l'infraction. Il était fasciné par son astuce. Chaque fois que le garde tournait un coin, elle se glissait derrière lui avec une précision chronométrée. C'était comme si elle avait mémorisé leur routine. Le plan labyrinthique du bâtiment ne la dissuadait pas le moins du monde. Il trouvait cela à la fois alarmant et convaincant. À midi, la recherche de Maya n'avait donné que de maigres résultats. Elle semblait disparaître comme un fantôme. Le chef de la sécurité, un homme costaud du nom de Carter, entra dans le bureau d'Ethan, le visage rougi. « Monsieur, nous avons trouvé un minimum de preuves. » Une caméra a capturé son visage pendant une fraction de seconde dans le miroir d'un ascenseur, mais c'est un angle partiel. Son image ne correspond à aucune entrée dans notre base de données d'entreprise ou dans les casiers judiciaires locaux. Ethan joignit le bout de ses doigts, se penchant en arrière dans son fauteuil. Élargissez la recherche. Contactez la base de données de la ville pour les personnes disparues ou les dossiers de mineurs. De plus, vérifiez tous les journaux de sécurité dans le périmètre de la tour. Elle a dû avoir un point de vue sur nos rotations de garde. Oui, monsieur, répondit Carter, partant rapidement. À nouveau seul, Ethan tambourinait des doigts sur le bureau, se rappelant la hardiesse dans les yeux de Maya. Où a-t-elle appris de telles compétences? Et comment avait-elle conçu une pièce de modélisation financière aussi sophistiquée à son âge? Il n'était pas du genre à spéculer inutilement. Il avait besoin de réponses. Ce soir-là, après une longue journée de réunion, Ethan retourna à son bureau avec un sentiment d'anticipation inhabituel. Une partie de lui se demandait si Maya réapparaîtrait. Il examina la seule feuille de papier qu'elle avait laissée, la comparant aux données de sa propre équipe financière. Son algorithme décrivait une nouvelle approche des mouvements boursiers à court terme, en tenant compte du sentiment des médias sociaux, des fluctuations des devises mondiales et des micro-tendances technologiques. Ces analystes avaient fait allusion à quelque chose de similaire, mais aucun n'était aussi proche de ce niveau de complexité. Alors que la nuit tombait, les lumières de la ville scintillaient en dessous. Un souvenir le tira. La première fois qu'il avait aperçu la ville d'un point de vue élevé, jurant de s'élever au-dessus de son chaos. Maya, une simple adolescente, semblait partager cette détermination. Il resta assis là, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que le bourdonnement du climatiseur lui rappelle l'heure. Secouant son introspection, il éteignit la lampe de bureau et se prépara à partir.
Soudain, son téléphone sonna. C'était Carter. Monsieur, nous pourrions avoir une piste. Quelques témoins à la bibliothèque publique disent qu'il y a une adolescente qui correspond à sa description. Elle passe des heures à un bureau du coin, plongée dans des livres sur la finance, le codage et les mathématiques. Personne ne sait où elle va après la fermeture de la bibliothèque, mais elle est là presque tous les jours. L'intérêt d'Ethan culmina. Quelle succursale? La succursale de Riverside sur Maple Avenue. Nous avons des hommes qui surveillent. Ethan raccrocha, un plan se formant dans son esprit. Il devait revoir cette fille. L'interroger sous une pluie de personnel de sécurité ne ferait que la faire fuir. S'il voulait sa coopération, ou du moins une occasion de comprendre ses capacités, il devait l'approcher avec prudence. La question était de savoir comment le faire sans paraître menaçant. Malgré sa formidable présence dans le monde des affaires, la subtilité n'était pas le point fort d'Ethan. Néanmoins, il était un penseur stratégique et la stratégie exigeait une adaptation. Il décida de faire un voyage non annoncé à la bibliothèque lui-même. C'était une idée surréaliste. Ethan Grave, magnate milliardaire, visitant une bibliothèque publique après les heures de pointe pour trouver un génie adolescent. Mais les situations peu orthodoxes exigeaient des solutions peu orthodoxes. L'après-midi suivant, il libéra son emploi du temps pendant quelques heures, prétextant une réunion importante à l'extérieur. Vêtu d'un costume sur mesure, mais sans son entourage habituel, Ethan arriva au bâtiment de briques sans prétention de la bibliothèque de Riverside. L'endroit était usé sur les bords, une fissure serpentant dans le trottoir, de la peinture délavée sur les portes. Il pouvait voir, à travers la vitre, des rangées d'étagères éclairées par des lumières fluorescentes. Il entra et ressentit un sentiment de dissonance. Les gens se bousculaient, certains empruntaient des livres, d'autres étaient penchés sur des tables, lisant tranquillement. Personne ne le remarqua au début. Dans ce bâtiment, les titres et la connaissance importaient plus que la richesse et le pouvoir, et cela changeait la dynamique d'une manière à laquelle Ethan n'était pas habitué. Il scanna la zone, repérant finalement une jeune fille aux cheveux longs assise à une table dans le coin le plus éloigné, son visage partiellement caché derrière des piles de livres sur la finance quantitative, la science des données et le calcul avancé. Elle griffonnait dans un cahier, jetant occasionnellement un coup d'œil à l'écran d'un ordinateur portable. Il reconnut immédiatement le profil. Ethan s'approcha à pas déterminés. Les lumières aériennes bourdonnaient doucement et la faible odeur de vieilles pages remplissait l'air. Il se tint en face de la table d'elle, s'éclaircissant doucement la gorge pour ne pas la surprendre. Maya leva les yeux s'écarquillant légèrement. Elle jeta un coup d'œil aux autres dans la bibliothèque, puis fixa son regard sur Ethan. Au lieu de paraître effrayée ou anxieuse, elle portait une expression qui semblait dire « Je t'attendais ». « Je vois que tu es passé de te faufiler dans mon bureau à étudier en public », dit sèchement Ethan. Maya ferma son ordinateur portable et posa son crayon. « Ma routine a changé depuis hier soir », répondit-elle. Son ton n'était pas apologétique ou timide. Il était neutre, peut-être curieux. « Pourquoi es-tu ici ? » « Parce que tu as laissé quelque chose dans mon bureau, » dit-il, sortant la feuille de papier pliée de la poche intérieure de son manteau. Il la posa sur la table. « Et j'ai des questions à ce sujet. » La posture de Maya resta confiante. « Je ne l'ai pas laissé par accident. »« Tu le sais déjà. » Ethan hocha la tête. « Oui, je m'en doutais. Pourtant, tu ne peux pas nier que tu as commis une intrusion. J'ai toutes les raisons de te livrer aux autorités à cet instant même. » Elle leva un sourcil. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Il laissa passer un instant, observant son expression inébranlable. « Parce que ce que tu as écrit sur ce papier est brillant. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai besoin de savoir si c'est réellement viable. Si c'est le cas, nous avons des choses à discuter. » Maya le fixa, pesant ses mots. Elle tapa sur le cahier avec ses doigts. « J'ai affiné le modèle depuis hier, dit-elle. Il y a encore quelques variables qui ont besoin d'être calibrées. » Ethan marqua une pause, absorbant sa réponse. Elle parlait de modélisation financière de pointe comme s'il s'agissait d'un projet scolaire qu'elle pouvait simplement affiner. « Tu as 14 ans, c'est ça ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Oui, mais l'âge ne détermine pas l'intelligence. » Ethan eut un éclair d'admiration. Il se rappela ses propres années d'adolescence, remplies de petits boulots et d'auto-éducation. « C'est vrai, concéda-t-il, un petit sourire se dessinant au coin de ses lèvres.
mais ça détermine comment les gens te perçoivent, et je dois m'assurer que personne d'autre ne te perçoive comme une menace pour la sécurité de mon entreprise. Il jeta un coup d'œil à la bibliothécaire en chef, qui les regardait maintenant avec suspicion, probablement préoccupé par le fait qu'un homme bien habillé confrontait une mineure. Baissant la voix, Ethan ajouta, « Discutons de cela dehors. On va prendre un café, ou quelque chose. » C'était un moment étrange. Ethan grave, qui buvait rarement du café en public, proposant d'emmener une adolescente prendre un verre. Maya parut momentanément incertaine. Elle ferma ses livres et les glissa dans son sac à dos usé. Puis elle se leva, hocha la tête et suivit Ethan jusqu'à la sortie. Ils marchèrent côte à côte, un duo improbable, alors que le soleil couchant de l'après-midi projetait de longues ombres sur les marches de la bibliothèque. Ils se dirigèrent vers un petit café à proximité, un endroit qui sentait les grains torréfiés et la pâte à pâtisserie. L'intérieur était confortable, avec des fauteuils surdimensionnés et de l'art local accroché à des murs de briques apparentes. Une barista hocha la tête en signe de salutation lorsqu'ils entrèrent. Ethan commanda un café noir, tandis que Maya opta pour un chocolat chaud. Ils trouvèrent une table dans un coin tranquille. Pendant quelques secondes, ils sirotèrent simplement leur boisson en silence, comme s'ils s'évaluaient mutuellement. Finalement, Ethan parla. « Pourquoi as-tu si désespérément besoin d'un endroit tranquille que tu risquerais de t'introduire dans un gratte-ciel d'entreprise ?» Maya souffla sur son chocolat chaud. « Les bibliothèques sont bonnes pour la recherche, mais elles ferment. La maison n'est pas géniale. Et je ne connais personne d'autre qui ait l'espace ou l'équipement dont j'ai besoin. » Ethan haussa un sourcil. « Et l'école ?» Elle détourna le regard. « Je ne suis plus vraiment à l'école. J'ai sauté quelques classes, j'ai essayé des programmes avancés, mais aucun d'eux n'était assez stimulant. Finalement, je me suis juste enseigné. Ça m'a fait gagner du temps et un tas de drames sociaux. » Il hocha la tête, se souvenant de son propre mépris pour les relations sociales inutiles. « Et tu n'as pas pensé à postuler pour des bourses spéciales ou à essayer d'obtenir un stage dans une entreprise de technologie ?» Maya haussa les épaules. « Je l'ai fait, mais ils voulaient tous des références, des adresses de domicile stables, un tas de trucs bureaucratiques. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas de parents qui me soutiennent. Mon père est parti quand j'étais un bébé, et ma mère n'est pas souvent là. » Sa voix était plate, comme si elle était devenue insensible à la situation depuis longtemps. « Et je ne peux pas faire confiance aux gens. Ils essaient soit de t'exploiter, soit de te rejeter. Alors je reste seul et je fais mon propre travail. » Une partie d'Ethan reconnut sa lutte. Le système n'était pas conçu pour les prodiges au parcours non traditionnel. Tes algorithmes financiers. Tu les as trouvés toutes seules ? Elle hocha la tête, une pointe de fierté se glissant dans son ton. Une grande partie est autodidacte. J'ai aussi lu un tas de documents en ligne et regardé des vidéos tutoriels. Puis j'ai ajouté mes propres touches. Cette feuille que j'ai laissée n'est qu'une des nombreuses idées. Ethan réfléchit à ces mots. Ses conseillers le traiteraient de fou de la prendre au sérieux. Pourtant, son calme confiant et l'éclat de ses notes étaient impossibles à ignorer. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit quelque chose qui s'apparentait à de l'excitation qui n'était pas liée à un accord commercial. C'était une chance de favoriser un esprit unique. Mais il était toujours Ethan grave, prudent, calculateur. « Si je décide de te faire confiance, dit-il en se penchant en avant, on te donnera accès à des outils et des ressources dont la plupart des adultes rêvent. Mais tu dois mériter cette confiance et tu dois arrêter de te faufiler dans mon bâtiment. » Compris. Les yeux de Maya brillèrent d'intrigue. Compris, dit-elle doucement. Ils continuèrent de parler, discutant des spécificités de son algorithme. Ethan posait des questions pointues et elle répondait sans hésitation, s'arrêtant parfois pour dessiner des diagrammes sur une serviette. Chaque fois, elle affichait une compréhension complexe de la science des données, de la finance et du codage que peu de professionnels avaient, à n'importe quel âge d'ailleurs. Au moment où ils quittèrent le café, Ethan avait pris une décision qu'il n'aurait jamais cru prendre. Il allait faire entrer Maya dans Grave Industries, du moins à titre d'essai. L'ampleur de cette décision ne lui échappa pas. Même lui n'avait jamais fait un tel acte de foi. Mais quelque chose chez Maya le convainquit que cela valait le risque. Il la raccompagna jusqu'à l'arrêt de bus, où elle lui fit signe de la main et monta dans un bus du centre-ville. Avant de partir, elle se tourna vers lui. « Merci, dit-elle. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix, fugace mais sincère.
Puis les portes se fermèrent et elle disparut dans la lumière du jour qui s'estompait. Ethan resta là sur le trottoir, regardant le bus se fondre dans la circulation. Il sentit un tourbillon d'émotions qu'il s'autorisait rarement. Curiosité, instinct protecteur, peut-être même une lueur d'espoir. C'était déconcertant, cette connexion inattendue. Ignorant le trafic qui se précipitait autour de lui, Ethan sortit son téléphone. Il composa un numéro et lorsque la personne à l'autre bout décrocha, il dit « Préparez un espace de travail au 75e étage, videz un bureau et équipez-le d'ordinateurs à grande vitesse et de tout logiciel d'analyse de données avancé que nous avons. Et gardez cela secret. » La voix à l'autre bout hésita. « Puis-je vous demander à quoi cela sert, monsieur ?» Ethan fixa l'horizon, la mâchoire serrée. « Un nouveau projet, dit-il simplement. Et il pourrait être le plus important que nous ayons jamais entrepris. » Un nouveau départ chez Grave Industries. Ethan était un homme habitué à prendre des décisions rapides et brutales dans la salle de conférence. Lorsque des entreprises rivales menaçaient son territoire, il les acquérait ou les écrasait. Lorsque des employés ne parvenaient pas à suivre ses exigences impitoyables, il les remplaçait en un clin d'œil. La confiance, dans son monde, était une monnaie rare, distribuée avec parcimonie, voire pas du tout. Pourtant, le choix qu'il était sur le point de faire, d'inviter Maya, une adolescente de 14 ans, au cœur de son empire, lui semblait étrangement plus lourd que n'importe quel OPA hostile qu'il avait orchestré. Il arpentait son bureau privé, les sols de marbre poli reflétant ses pas agités. Il savait comment son cercle intérieur réagirait. Il condamnerait la décision comme imprudente, naïve et potentiellement dangereuse. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il convoqua une réunion d'urgence de ses principaux conseillers, 5 personnes qui aidaient à gérer divers segments de son conglomérat. Ils s'assirent autour de la table de conférence, dans une petite salle de réunion adjacente au bureau d'Ethan. La tension était palpable. Chacun d'eux était habitué à l'imprévisibilité. Mais il savait aussi qu'il était un homme qui basait chaque action sur les données et la logique. Cette nouvelle directive, semblait-il, les prit au dépourvu. Ethan s'adressa à eux, son ton sec. « J'ai décidé de lancer un nouveau projet, axé sur les algorithmes de trading avancés basés sur l'IA. Ce projet sera dirigé par une nouvelle recrue. » Son directeur financier, une femme sévère nommée Elena, haussa un sourcil. « Une nouvelle recrue ? Nous n'avons pas évalué de nouveaux experts quantitatifs récemment. » Ethan hocha la tête. « C'est parce qu'elle n'a pas été recrutée par les voies normales. » Il marqua une pause, laissant la phrase faire son chemin. « C'est un prodige adolescent. Je la veux dans le personnel, avec effet immédiat. » La réaction autour de la table fut rapide. Les yeux d'Elena se plissèrent d'incrédulité. Un autre conseiller, Marcus, s'étouffa presque avec son expresso. Un silence tomba et ils fixèrent tous Ethan comme s'il venait de déclarer que l'entreprise vendrait de la crème glacée dans les rues. Finalement, Elena rompit le silence. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Grave, notre service juridique va s'énerver. Elle est mineure. Nous ne pouvons pas légalement employer une jeune fille de 14 ans à plein temps. Il y a des lois sur le travail des enfants, des problèmes de responsabilité. » Ethan leva une main pour la faire taire. « Je suis conscient des implications légales. Nous nous en occuperons. Ce qui compte, ce sont ses compétences. Elle a développé un algorithme propriétaire qui a un potentiel énorme. Si nous pouvons l'affiner, cela pourrait révolutionner notre bureau de trading. » Marcus, le directeur de la technologie, ajusta ses lunettes. « Même si c'est un génie, monsieur, comment pouvons-nous être certains qu'elle ne sera pas un problème? Elle n'a aucune formation formelle, aucune expérience de travail dans des environnements d'entreprise. Pour autant que nous le sachions, elle pourrait être instable ou elle pourrait divulguer nos données à des concurrents. » La mâchoire d'Ethan se serra. « J'ai pesé les risques. Je superviserai personnellement son travail. Elle aura un accès contrôlé aux données sensibles, seulement ce qui est nécessaire pour le projet. Je m'attends à ce que vous souteniez tous cette décision. » La table retomba dans le silence. Elena et Marcus échangèrent des regards, et les autres s'agitèrent sur leur siège. Ils savaient qu'il valait mieux ne pas défier ouvertement Ethan. Pourtant, leurs expressions en disaient long. « Très bien, dit Elena avec prudence. Nous procéderons comme indiqué, mais je vous recommande vivement d'avoir un accord en béton, une tutelle, un mentorat, des clauses de non-responsabilité juridique. Si cela se retrouve dans la presse, le milliardaire emploie un enfant génie,
cela pourrait être à la fois sensationnel et risqué. Ethan hocha la tête. Compris. Nous nous occuperons de l'image avec soin, pour l'instant. Je veux un bureau aménagé au 75e étage avec tout le matériel nécessaire. Elle arrive demain. Sur ce, il mit fin à la réunion, laissant ses conseillers échanger des regards incertains. Ethan retourna à son bureau privé, regardant une fois de plus les lumières de la ville. C'était un chemin inexploré pour lui, mélangeant instinct paternel et risque commercial. Il pouvait presque entendre la voix de son ancien lui-même se moquer de cette déviation, mais le souvenir des yeux inébranlables de Maya alimentait sa détermination. Il reconnaissait le génie quand il le voyait, et il n'était pas sur le point de le laisser filer. Ce soir-là, il appela Carter. Le chef de la sécurité semblait toujours mal à l'aise avec toute la situation. « Monsieur, je dois dire, la laisser entrer après qu'elle a déjà fait une effraction. » Ethan le coupa. « Considérez cela comme une rare exception. Elle sera escortée par moi ou par un membre du personnel désigné. Et Carter, elle doit être traitée comme une invitée VIP. Cela signifie pas d'interrogatoire, pas de tactique d'intimidation. » Carter soupira, clairement mal à l'aise. Compris. Satisfait, Ethan mit fin à l'appel. Il fixa la feuille de papier sur son bureau à nouveau. Dans son esprit, il pouvait voir les bénéfices potentiels et les gros titres révolutionnaires si l'algorithme de Maya s'avérait viable. C'était le genre de moment qui pourrait redéfinir la trajectoire de grave industrie, sans parler de l'ensemble du monde de la finance. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, Ethan se retrouvait moins obsédé par l'argent et plus intrigué par Maya elle-même. D'où venait-elle? Quel défi avait-elle rencontré qui la rendait si autonome et intrépide à un si jeune âge? Il essaya de se rappeler s'il y avait jamais eu un moment où il s'était senti aussi imparable. Peut-être dans la vingtaine, mais pas à 14 ans. En ce sens, elle était extraordinaire. La preuve par l'exemple le lendemain matin, Maya arriva seule comme prévu. Elle descendit de l'ascenseur au 75e étage, accueillie par un large couloir avec des fenêtres en verre donnant sur la ville. Malgré la majesté de l'endroit, elle ne semblait pas impressionnée. Ou si elle l'était, elle le masquait bien. Elle portait son sac à dos usé, le serrant contre sa poitrine. Ethan était là, flanqué de quelques membres du personnel de haut niveau. « Bienvenue, dit-il, adoptant un ton neutre. » Elle hocha la tête sèchement, observant les sols polis, les œuvres d'art modernes sur les murs et le bourdonnement feutré des ordinateurs puissants derrière des vitres teintées. L'espace avait été transformé du jour au lendemain en un espace de travail technologique. Plusieurs moniteurs à écran plat, une station de service haut de gamme et une table de conférence pour les séances de brainstorming. « Tu travailleras ici, » expliqua Ethan, la guidant vers le bureau ouvert. « Tout ce dont tu as besoin, logiciel, matériel, ensemble de données, tu me le fais savoir. Pour l'instant, tu auras une ligne directe vers un flux de données supervisé afin de pouvoir lancer des simulations. » Maya posa son sac à dos. Elle fit le tour, regardant l'équipement. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, bien qu'elle ait essayé de rester impassible. « C'est plus que ce que j'ai jamais eu, » admit-elle doucement. « Merci. » Ethan hocha la tête. « Soyons clairs sur une chose. Ce n'est pas de la charité. J'attends des résultats. J'ai vu ton algorithme et il est impressionnant, mais j'ai besoin de voir des applications pratiques. Nous commencerons par des tests à petite échelle et nous construirons à partir de là. Compris? » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux reflétant sa confiance caractéristique. Compris. Elle ouvrit son sac à dos et commença à placer des cahiers, un ordinateur portable abîmé et une pile d'impressions de code sur la table. Le personnel qui observait la scène semblait incertain de savoir s'il devait être émerveillé ou sceptique. Alors qu'elle s'installait, Ethan la présenta à Marcus. « C'est notre directeur de la technologie. Il t'aidera avec l'intégration du système. Tu devras travailler avec lui pour que ton logiciel soit opérationnel sur nos serveurs. » Marcus fit un sourire poli. « J'ai beaucoup entendu parler de ton travail. Bienvenue à bord. » Il tendit la main. Maya hésita un instant, puis la serra. Marcus regarda Ethan, comme pour chercher une confirmation que cela se produisait bien. Ethan se contenta d'acquiescer. Une fois le personnel dispersé, Maya et Ethan furent laissés seuls. Elle se plongea immédiatement dans le système, tapant des lignes de code à une vitesse étonnante. Ethan la regarda, impressionné par sa concentration et ses compétences.
Elle était comme un musicien au milieu d'un solo, concentré, fluide et profondément en harmonie avec son article. Après 1 heure, Maya se pencha en arrière, s'étirant. Le flux de données est correct, mais j'ai besoin d'archives historiques remontant à au moins 10 ans pour un backtesting précis. De plus, des données de marché en temps réel avec une latence minimale aideraient. Et j'aurai besoin d'un GPU plus rapide si nous voulons gérer des modules d'apprentissage profond. Ethan prit note. Marcus s'en occupera. Autre chose? Elle hésita, le regardant. Puis-je rester tard? Je travaille mieux pendant les heures calmes. Il étudia son visage. C'était la même demande qu'elle avait faite implicitement lorsqu'elle s'était faufilée dans son bureau. Tu peux rester, mais seulement jusqu'à une certaine heure. Nous discuterons des détails. La sécurité pourrait faire une crise si tu traînes après minuit. Elle hocha la tête, et il la laissa à son travail. Alors qu'il retournait à son bureau du dernier étage, il ne put ignorer le nœud d'inquiétude dans son estomac. Il ressentait un sentiment de responsabilité inhabituel envers cette fille. Si elle réussissait, les récompenses seraient énormes. Mais si elle échouait, ou si quelque chose tournait mal, il en subirait le contre-coup de la part du conseil d'administration et du public. Tout son empire pourrait subir un coup à sa réputation. Tout au long de la journée, les employés chuchotaient à propos de la nouvelle venue. Certains supposaient qu'elle était l'enfant d'un investisseur étranger. D'autres pensaient qu'elle était un génie hacker parrainé par le gouvernement qu'Ethan avait embauché. Les rumeurs tourbillonnaient, mais aucun d'entre eux n'osait demander directement à Ethan. Dans les couloirs feutrés, il se rappelait comment Ethan n'avait jamais fait preuve de pitié envers les employés incompétents, pourtant c'était une enfant. La situation était déconcertante. Alors que le soleil se couchait sous l'horizon, projetant une lueur dorée à travers les fenêtres du gratte-ciel, Ethan alla voir Maya une fois de plus. Il la trouva en train de griffonner des équations sur un tableau blanc, des lignes de code remplissant plusieurs moniteurs. Les flux de données défilaient en temps réel. Quelques tests de trading étaient déjà en cours dans un environnement simulé, générant des profits ou des pertes hypothétiques basés sur son algorithme. Des progrès, demanda-t-il. Elle se tourna, révélant un sourire enthousiaste. Beaucoup. J'optimise le modèle. Il prédit les mouvements de prix à court terme avec une précision plus élevée que ce à quoi je m'attendais. La prochaine étape est d'ajouter plus de facteurs du monde réel, de nouveaux sentiments, des indicateurs économiques mondiaux. Cela nécessitera plus de puissance de calcul, cependant. Ethan hocha la tête, impressionné. Tu l'auras. Mais n'oublie pas, à un moment donné, tu as besoin de te reposer. Même les génies peuvent s'épuiser. Elle rit doucement. J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts depuis un moment maintenant. C'est un pas en avant par rapport à se faufiler. Crois-moi. Il ne pouvait pas argumenter avec ça. D'un signe de tête sec, il la laissa à son travail, 1000 questions tourbillonnant dans son esprit. Il voyait des aperçus de lui-même dans son ambition, mais il sentait aussi une vulnérabilité qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. Le genre de vulnérabilité qui vient de n'avoir aucun filet de sécurité, de marcher seul dans un monde qui sous-estime à la fois la jeunesse et le génie. À minuit, le 75e étage était presque vide. Une seule lumière tamisée brillait dans le bureau de Maya. Ethan passa par le couloir, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Elle tapait toujours, les yeux fixés sur l'écran, s'arrêtant occasionnellement pour noter des choses sur un bloc-notes. Pour la première fois depuis des années, Ethan sentit un émoi de quelque chose au-delà du simple intérêt professionnel, un scintillement de protection, peut-être même une préoccupation paternelle. Il verrouilla le couloir principal et prit l'ascenseur privé jusqu'à son bureau, pensant aux événements de la journée. Demain, il devrait faire face aux questions du conseil d'administration et au barrage de préoccupations juridiques d'Elena. Mais il était résolu. En vérité, il ne voyait pas seulement une opportunité d'affaires en Maya. Il voyait une chance de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, de cultiver un talent que le monde ignorerait ou exploiterait autrement. Cette décision, prise par un homme connu pour son efficacité impitoyable, allait déclencher une série d'événements qui ébranleraient à la fois le monde financier et le cœur soigneusement protégé d'Ethan. Il ne savait pas que le risque qu'il venait de prendre était plus important que n'importe quelle acquisition par effet de levier ou raid d'entreprise. Et ce n'était que le début. Défis et opportunités. Ethan ne s'était jamais imaginé comme un mentor. Il n'avait pas de patience pour la prise en charge, aucun intérêt à guider de jeunes esprits. Pourtant, il était là,
faisant les 100 pas dans un nouvel espace de bureau alors que Maya expliquait ses progrès sur l'algorithme, sa voix un courant énergique de jargon technique. Après l'avoir écouté, il leva une main pour arrêter le flot de mots. « D'accord, ralentit, dit-il. J'ai besoin que tu l'expliques dans des termes qu'un investisseur ou un membre du conseil d'administration pourrait comprendre. Tu as peut-être la meilleure idée du monde, mais si tu ne peux pas la présenter, personne ne la soutiendra. » Maya prit une inspiration, puis recommença, plus délibérée cette fois. Le système agrège plusieurs flux de données, les prix historiques, les dernières nouvelles et le sentiment des médias sociaux. Il les traite en utilisant des algorithmes de langage naturel et des modèles prédictifs pour anticiper les mouvements du marché à court terme. C'est comme avoir une armée d'analystes qui travaillent 24 heures sur 24, mais c'est plus rapide et plus précis. Ethan hocha la tête. Mieux. N'oublie jamais que dans les affaires, la clarté est la clé. Même si ton idée est complexe, tu dois la présenter de manière à ce que les gens voient le résultat net. Le profit. Il remarqua qu'elle fronçait légèrement les sourcils à ce mot. Ne te leurre pas, ajouta-t-il. Nous sommes ici pour faire de l'argent. Elle haussa les épaules, se tournant vers l'ordinateur. Je comprends, mais pour moi, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de faire mes preuves, de montrer que quelqu'un comme moi peut faire quelque chose de grand. Ethan marqua une pause. Il reconnaissait cette fin. C'était la même fin qui l'avait poussé à sortir de la pauvreté, à déjouer les joueurs plus âgés et plus établis dans sa jeunesse. Il ne savait pas quoi répondre, alors il toussa et dit, « Eh bien, garde cette motivation. Mais n'oublie pas, le résultat net compte, surtout ici. » En dehors du bureau, le personnel regardait occasionnellement, stupéfait par le phénomène adolescent. Le mot s'était répandu qu'elle était directement sous l'aile d'Ethan, et cela seul la rendait inaccessible. Le moulin à rumeurs tournait. Certains employés disaient qu'elle était la fille illégitime d'Ethan. D'autres croyaient qu'elle était un prodige parrainé par le gouvernement. Maya ignora les spéculations, se concentrant uniquement sur son travail. Au cours des semaines suivantes, elle intégra plus de données en temps réel, affinant son système. Ethan avait affecté une petite équipe de codeurs qualifiés pour la soutenir, et ils réalisèrent rapidement qu'elle avait une longueur d'avance sur eux. Un codeur, Aaron, s'émerveilla de sa capacité à déboguer des scripts à la vitesse de l'éclair. « Tu es sûr que tu n'as que 14 ans ?» demanda-t-il un jour, à moitié en plaisantant. Maya se contenta de sourire, continuant de taper. Lorsque le système a lancé sa première simulation à grande échelle, les résultats ont été prometteurs. Ethan était satisfait mais maintenait son stoïcisme caractéristique. « Nous verrons comment il se comporte lorsque nous ferons un test en direct limité, dit-il. » Il a programmé une démonstration pour un groupe restreint de cadres supérieurs, une présentation interne où Maya leur montrerait la capacité de l'algorithme dans des conditions quasi réelles. La nuit précédant la démonstration, Maya resta tard au bureau. Ethan la trouva vers minuit, affalée sur le clavier, profondément endormie. Des lignes de code défilaient toujours à l'écran. Il s'approcha tranquillement, remarquant les cernes sous ses yeux. Elle était une enfant, après tout, peu importe à quel point son esprit était brillant. Il soupira, drapa une veste de costume sur ses épaules et ferma doucement l'ordinateur portable. Jetant un coup d'œil aux notes éparpillées sur le bureau, il vit des gribouillis de formules avancées et des références à des articles universitaires. Il remarqua également une page remplie de croquis bruts, un pipeline d'IA avec des gribouillis fantaisistes dans les marges. Malgré tout son génie, elle avait encore une touche de créativité juvénile. Il sentit une bouffée de préoccupation inhabituelle. Dans un rare moment de compassion, il appela Carter pour organiser un trajet sécurisé pour Maya vers un hôtel voisin. Elle se réveilla brièvement, confuse, alors qu'Ethan la guidait vers l'ascenseur, où elle murmura, clignant des yeux avec confusion. « Où ? Tu as besoin de dormir, dit-il sèchement, mais avec une douceur dans la voix qui le surprit lui-même. Un vrai lit, pas un bureau. Une suite d'hôtel a été réservée pour toi. On s'occupe de tout. Repose-toi juste. » Elle était trop fatiguée pour protester. Au moment où elle monta dans la voiture, ses yeux se fermaient déjà. Ethan regarda les feux arrière s'estomper dans l'allée, une sensation étrange le tracassant. Cette impulsion protectrice était totalement hors de caractère pour lui, et pourtant il était là, veillant au bien-être d'une fille qu'il avait rencontrée dans les circonstances les plus improbables. Le lendemain matin, Maya revint plus alerte, prête pour la démonstration. Vêtue de vêtements propres, une autre courtoisie qu'Ethan avait organisée,
elle mit en marche son système avec assurance devant un petit public de cadres de grave industrie. Un projecteur affichait des graphiques et des visuels de données en temps réel sur le mur, hypnotisant les spectateurs. Elena, la directrice financière, étudia les chiffres sur sa tablette. La précision prédictive est d'environ 76% selon ses simulations. C'est assez élevé, surtout pour les transactions à court terme. Maya hocha la tête. Nous pouvons l'affiner davantage, mais pour l'instant, c'est suffisant pour nous donner un avantage significatif sur le marché. Le système apprend de chaque transaction, réussie ou non, et ajuste ses paramètres en conséquence. Marcus intervint, les bras croisés. Les besoins informatiques seront énormes si nous mettons à l'échelle cela à l'ensemble de notre portefeuille. Ethan s'avança, s'adressant à eux. Nous allouerons les ressources nécessaires. La question est, sommes-nous suffisamment confiants pour passer à un test en direct avec de l'argent réel? La plupart des cadres échangèrent des regards incertains. Finalement, Elena dit, nous pouvons créer un fonds limité, peut-être un petit pourcentage de notre capital, pour un programme pilote. S'il génère des bénéfices constants, nous pourrons l'étendre. Ethan a hoché la tête, d'accord. Gardez ça confidentiel. Maya continuera de diriger le volet technique. Nous lui transmettrons toutes les données pertinentes. Il a jeté un coup d'œil à Maya. Elle a esquissé un petit sourire déterminé. À la fin de la réunion, les cadres se sont dispersés, certains nourrissant clairement encore des doutes à l'égard de l'enfant prodige. Maya a commencé à ranger son ordinateur portable. Ethan s'est approché d'elle, la voix basse. « Tu t'en es bien sorti, a-t-il dit, mais sois prête à être scrutée. Au moindre problème, ils voudront te blâmer, toi ou moi. » Elle a fermé son sac à dos. « Je peux gérer. » Ethan l'a cru. Cependant, une partie de lui s'inquiétait du fardeau placé sur quelqu'un de si jeune. Il a réalisé qu'en l'amenant dans cet environnement aux enjeux si élevés, il la poussait dans la fosse aux loups de l'entreprise. Pourtant, a-t-il rationalisé, si elle ne pouvait pas gérer la pression, toute cette entreprise échouerait. Mieux valait qu'elle apprenne vite. Dans les jours qui ont suivi, le système de Maya a été testé avec de petites transactions en argent réel. En quelques heures, il a généré un profit modeste, un indicateur clair de succès. Le conseil d'administration, initialement sceptique, a commencé à changer de ton. Des murmures ont circulé selon lesquels cela pourrait être la prochaine grande révolution dans le trading automatisé. Stimulé par ses premiers résultats, Ethan a ressenti un sentiment croissant de justification. Son instinct avait été le bon, mais avec le succès est venue une visibilité accrue, et Maya, autrefois invisible pour le monde, se retrouvait maintenant au centre de celui-ci. Plus le système montait en flèche, plus les yeux se fixaient sur le mystérieux génie adolescent qui se cachait derrière. Pendant ce temps, plus Ethan observait Maya au travail, plus il reconnaissait des parallèles avec son propre parcours. Il s'est souvenu de ses années d'adolescence, de la façon dont il dévorait chaque livre de business qu'il pouvait trouver pendant que les autres faisaient la fête. Il s'est rappelé s'être faufilé dans les salles de conseil en tant que simple stagiaire, absorbant les stratégies et les tactiques. L'existence de Maya témoignait du fait que le génie s'épanouit souvent dans les endroits les plus improbables, et que le monde ne facilite que rarement cet épanouissement. Pourtant, Ethan savait aussi que le monde de l'entreprise pouvait être impitoyable, une chose que Maya n'avait pas encore pleinement expérimentée. Il a donc pris sur lui de lui enseigner non seulement comment construire un algorithme, mais aussi comment naviguer dans l'environnement de l'entreprise, comment tenir bon lors des négociations, comment déceler les arrière-pensées des gens en réunion. Elle a tout absorbé comme une éponge. Leur conversation allait des techniques de trading à haute fréquence au piège psychologique du leadership. Au début, ces dialogues semblaient gênants pour Ethan. Il n'avait pas l'habitude d'expliquer les subtilités de la politique du conseil d'administration, la fine ligne entre l'influence et la manipulation. Mais Maya écoutait attentivement, griffonnant des notes sur son bloc-notes toujours présent. Un jour, lors d'un déjeuner rapide à la cafétéria de l'entreprise, un endroit qu'Ethan visitait rarement, ils ont discuté de la prochaine phase du projet. Maya était sceptique quant à son accès limité. Si vous voulez vraiment que le système soit performant, j'ai besoin d'une connexion directe au serveur du principal plancher de négociation, a-t-elle insisté. C'est un risque de sécurité important, a répondu Ethan, en mordant dans un sandwich fade. Il se faisait généralement livrer ses repas à son bureau, mais Maya avait insisté pour voir comment les employés déjeunaient. Je ne suis pas sûr que le conseil d'administration l'approuve. Elle l'a regardé, inébranlable.
Alors, trouvez un moyen de contourner le conseil. Vous êtes le PDG, n'est-ce pas? Voulez-vous des demi-mesures ou voulez-vous des résultats? Il a presque ri de son audace. Elle lui rappelait lui-même à cet âge, ne voulant pas accepter la deuxième place. Fais attention, l'a-t-il mise en garde. La confiance peut engendrer l'arrogance si tu ne fais pas attention. Elle a haussé les épaules. J'ai le droit d'être confiante, surtout quand mon système surpasse tous les autres modèles que vous avez utilisés jusqu'à présent. Comment suis-je censé livrer le meilleur si je n'ai pas les meilleurs outils? Ethan a soupiré, posant le sandwich. Je vais voir ce que je peux faire. Mais au moment où nous t'ouvrirons les serveurs principaux, tout le conseil d'administration regardera. Un seul faux pas et ils te fermeront. Maya a hoché la tête, ses yeux reflétant sa détermination. Je ne ferai pas de faux pas. Cette nuit-là, Ethan s'est retrouvé de nouveau dans son bureau, révisant encore une fois des rapports. Seulement cette fois, les données qu'il a étudiées provenaient des transactions de Maya. Les chiffres semblaient prometteurs. Son algorithme semblait s'adapter aux fluctuations du marché avec une vitesse déconcertante. S'il continuait à ce rythme, il pourrait changer l'industrie pour toujours. Mais rien, ni en finance, ni dans la vie, ne vient sans risque. Il a pensé à ses premières entreprises, à la façon dont un seul mauvais calcul aurait pu le ruiner. Malgré la façade de confiance qu'il affichait, Ethan était bien trop conscient de la rapidité avec laquelle les fortunes pouvaient changer. Cela le mettait mal à l'aise, de placer une telle confiance dans le projet d'une adolescente. Pourtant, l'alternative, laisser son génie se perdre, semblait encore plus risquée. Il a bu le dernier de son café noir, ignorant l'heure tardive. Debout à la fenêtre, il a regardé la lueur de la ville. Quelque part là-bas, Maya était probablement seule, peut-être dans un appartement miteux ou dans un bus traversant la ville. Il avait proposé d'organiser une meilleure situation de vie pour elle, mais elle avait refusé, invoquant son indépendance. À cet instant, Ethan a réalisé qu'il était beaucoup plus impliqué dans tout cela qu'il ne l'avait jamais voulu. Il ne voulait pas seulement qu'elle réussisse pour son propre profit. Il voulait qu'elle réussisse pour elle-même, pour prouver que tout le monde avait tort, pour transformer sa vie précaire en quelque chose de stable et de triomphant. Pourtant, il n'était pas une figure paternelle. Il n'avait jamais su comment en être une. Tout ce qu'il pouvait faire était de fournir les moyens, les conseils et la plateforme, en espérant que ce serait suffisant. Il ne savait pas que les épreuves auxquelles ils seraient bientôt confrontés les mettraient à l'épreuve tous les deux d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir, et obligerait Ethan à remettre en question tout ce qu'il croyait sur l'ambition, la loyauté et la véritable signification du succès. Alors que le succès de l'algorithme devenait plus apparent, l'ampleur des tests en direct a augmenté, le conseil a provisoirement autorisé des sommes plus importantes, et le système de Maya a continué de générer des profits réguliers. Des sourires ont remplacé les froncements de sourcils sceptiques lors des réunions de direction. Malgré la résistance initiale, l'argent a parlé fort, tempérant les objections par le chant des sirènes de la hausse du cours des actions. Mais à mesure que les enjeux augmentaient, la pression aussi. Les médias ont commencé à s'agiter, entendant des rumeurs d'une IA révolutionnaire chez Grave Industries. Des rumeurs ont circulé sur l'identité du mystérieux prodige. Ethan a essayé de garder les détails secrets, mais les secrets restent rarement cachés dans le monde de l'entreprise. Un éminent journaliste d'affaires a coincé Elena après un événement d'actionnaires. En quête de détails sur ce projet M, Elena a esquivé, mais la rumeur a continué à se répandre, suggérant que Grave Industries avait une arme secrète sous la forme d'un génie mineur. Un soir, Ethan a convoqué une réunion de haut niveau pour discuter de la prochaine expansion du projet de Maya. Les membres du conseil se sont dirigés vers la salle de conférence élégante, surplombant le paysage urbain. Maya n'était pas invitée. Ethan pensait qu'elle avait déjà assez à faire sans avoir à supporter la politique de l'entreprise. Elena, Marcus et 4 autres directeurs étaient présents. Cette technologie, a commencé Ethan, pourrait nous positionner en tant que leader dans le domaine du trading automatisé. Nous l'avons testé sur plusieurs marchés, actions, devises étrangères, même certaines matières premières, et les résultats restent impressionnants. Il a cliqué sur une série de diapositives détaillant les indicateurs de performance. Des rendements constants au-dessus des références du marché, une faible volatilité et des capacités d'apprentissage adaptatif. Les membres du conseil ont échangé des hochements de tête approbateurs. Il est temps de passer à une échelle supérieure, a continué Ethan. Nous pourrions déployer plus de capital, peut-être jusqu'à 10% de notre fonds de trading. Presque immédiatement,
un directeur a soulevé une inquiétude. 10%, c'est substantiel. Ça représente des milliards de dollars. Et si le système s'effondre ou fait un mauvais calcul? Des murmures ont parcouru la table. Elena a pris la parole, son ton soigneusement diplomatique. J'admire les résultats jusqu'à présent, mais une IA n'est aussi bonne que ses données d'entrée. Si quelque chose d'imprévisible se produit sur le marché mondial, ce système peut-il s'adapter assez rapidement? Ethan a hésité. Maya, notre développeuse principale, pense que oui. L'algorithme est conçu pour gérer plusieurs couches de données en temps réel, y compris les événements d'actualité émergents. Néanmoins, le risque est inhérent. C'est pourquoi nous discutons des limites sur le déploiement de capital. L'un des membres plus âgés du conseil s'est penché en avant. Réglons le problème principal, Ethan. Nous avons entendu des rumeurs sur l'identité de la personne derrière ce système. Certains disent que c'est une enfant. Pouvons-nous faire confiance à une adolescente avec une responsabilité aussi massive? La mâchoire d'Ethan s'est contractée. Cette adolescente a livré des résultats que des analystes chevronnés n'ont pas. L'âge n'est pas pertinent si le résultat est solide. Cela dit, oui, nous avons affaire à une mineure. Nous nous assurons que toutes les légalités sont en place. Une vague de malaise s'est répandue au sein du conseil. Un autre membre a demandé, et si le public le découvre? Les médias pourraient en faire une affaire sensationnelle. Grave industrie qui emploie une enfant pour gérer des milliards de transactions? Cela pourrait se retourner contre nous. Les yeux d'Ethan se sont endurcis, c'est pourquoi nous restons discrets pour l'instant. Si l'algorithme continue de réussir, le discours se déplacera vers notre innovation, pas vers son âge. Finalement, nous pourrons la présenter de manière contrôlée, en mettant l'accent sur le mentorat et la responsabilité d'entreprise. Marcus s'est éclairci la gorge. J'ai travaillé en étroite collaboration avec elle. C'est une vraie génie, sans aucun doute. Mais nous devons être prudents. C'est un territoire inconnu. À la fois sur le plan éthique et financier. Le Conseil a marmonné son accord. Finalement, ils se sont mis d'accord sur une expansion prudente, 5% du fonds de trading, suffisamment pour augmenter significativement les profits si le système fonctionnait, mais pas assez pour paralyser l'entreprise s'il échouait. Après la réunion, Ethan est resté dans le couloir avec Elena. Elle avait posé une main sur son bras. Je n'essaie pas de te saper, Ethan. C'est juste énorme. Nous n'avons jamais rien fait de tel. Il a expiré. Je sais. Mais si nous réussissons, nous aurons des années d'avance sur toute concurrence. Il a fait une pause, puis a ajouté doucement, j'apprécie ton souci pour l'entreprise, mais fais-moi confiance là-dessus. Elle a hoché la tête et ils se sont séparés. Ethan est retourné à son ascenseur privé, l'esprit en ébullition. L'approbation partielle du conseil ressemblait à la fois à un triomphe et à une limitation. Il savait que Maya voulait plus de ressources. Pourtant, même en tant que PDG, il était lié par les réalités de la gouvernance d'entreprise. Cette nuit-là, il a annoncé la nouvelle à Maya dans son bureau. Elle était assise en tailleur sur la chaise à roulettes, tapotant sur son ordinateur portable. Quand Ethan lui a parlé du déploiement de capital de 5%, elle a froncé les sourcils. Nous pouvons gérer plus, a-t-elle insisté. Peut-être, a répondu Ethan, mais ils veulent de la prudence. À leurs yeux, te confier des milliards est déjà un énorme bond en avant. Elle a soupiré, se tournant vers lui. Ils ne croient pas en moi. Ils croient en toi assez pour risquer des milliards. Ils ne font juste pas entièrement confiance à ce qu'ils ne comprennent pas, et ils ne te comprennent pas, a expliqué Ethan. C'est une étape. Gagne leur confiance. Et nous pourrons pousser pour plus. Maya a pincé les lèvres, la frustration bouillonnant dans ses yeux. Mais elle a hoché la tête. D'accord. Faisons-le. Nous leur montrerons. Dans les semaines qui ont suivi, le système mis à l'échelle a généré des profits étonnants. La réticence antérieure du conseil s'est transformée en excitation collective. Le cours des actions a augmenté, et les analystes ont salué Grave Industries pour son approche innovante, bien que peu connaissent toute l'histoire. Maya, en coulisses, a continué à affiner le code. Elle a trouvé de nouvelles façons d'intégrer les événements mondiaux dans l'algorithme, pandémie, bouleversements politiques, catastrophes naturelles, les prenant en compte dans les calculs de risque du système. Au milieu des éloges, il y avait un sentiment de danger imminent. Plus le succès était grand,
plus la cible sur leur dos était grande. Les entreprises rivales ont essayé de creuser pour obtenir des informations, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles certains hackers visaient à s'introduire dans les serveurs de Grave Industries pour voler l'algorithme précieux. Ethan a renforcé les protocoles de cybersécurité, mais ce n'était pas suffisant pour apaiser son malaise. Puis est venu le jour qui a brisé leur autosatisfaction. Le système de Maya a effectué une série de transactions inattendues lors d'une correction du marché. À la fin de la séance de trading, Grave Industries avait perdu des dizaines de millions de dollars en une seule journée. Si cette somme était modeste par rapport au portefeuille global, la soudaineté de la perte a alarmé tout le monde. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Elena a confronté Ethan devant tout le groupe. C'est précisément ce que nous craignons. Le système est brillant, oui, mais il n'est pas infaillible. Nous devons suspendre toutes les transactions en direct et réévaluer. Ethan s'est tourné vers Maya, qui était invitée pour la première fois à une réunion du conseil en raison de la gravité de la situation. Que s'est-il passé, lui a-t-il demandé directement. Elle s'est éclaircie la gorge, les mains tremblant légèrement. Il y a eu un changement soudain dans les valeurs des devises mondiales en raison d'une annonce de politique. L'algorithme l'a mal interprété, s'attendant à un rebond plus rapide. Il a doublé ses positions qu'il aurait dû quitter. Un lourd silence est tombé. Un membre du conseil a lancé un regard noir à Maya, et un autre a secoué la tête de dépit. Elena a fermé les yeux, se pinçant l'arête du nez. Marcus a brisé la tension en parlant calmement, donc le système a surengagé. C'est un défaut dans les protocoles de gestion des risques, n'est-ce pas? Maya a hoché la tête, les joues rouges. Oui, je peux le corriger. J'ai juste besoin de peaufiner l'attente des changements de politique soudains et de m'assurer qu'ils ne se surendettait pas dans ces conditions. Elena s'est jetée sur ça. Tu peux le corriger? Ce n'est pas assez rassurant pour moi. Allons-nous continuer à investir des ressources dans quelque chose qui vient de causer une perte de plusieurs millions de dollars? La voix de Maya s'est élevée en protestation. Les pertes font partie du trading. Même les meilleurs analystes humains échouent parfois. Le système a besoin de plus de données et de temps pour s'adapter. Ethan a levé une main pour le silence. Les membres du conseil, qui étaient visiblement bouleversés, se sont calmés. Il les a regardés chacun dans les yeux, puis s'est tourné vers Maya. Nous mettrons en œuvre tes correctifs. Mais le conseil a raison. Nous devons procéder avec prudence. À partir de maintenant, nous restreindrons l'exposition maximale de l'algorithme jusqu'à ce que nous soyons sûrs que ses défauts sont corrigés. Maya a semblé piquée, mais elle a hoché la tête. Elena a poussé un soupir de soulagement, et la tension dans la pièce s'est apaisée. Mais le mal était fait. Le front autrefois uni derrière l'algorithme était maintenant criblé de doutes. Maya a senti leurs yeux sur elle alors qu'elle quittait la salle de conférence. Elle a attrapé des bribes de leur discussion chuchotée. C'est juste une gamine. C'est trop risqué. Grave joue avec l'entreprise. Dans le couloir, Ethan s'est dépêché de la rattraper. Tu as fait ce qu'il fallait en admettant la faille, a-t-il dit, essayant d'être rassurant. Elle a secoué la tête, les yeux brillants de larmes non versées. Il pense que je suis une gamine qui a tout gâché. Mais aucun système n'est parfait, surtout pas dans les premières étapes. Ils agissent comme si c'était une catastrophe. Il a trop bien compris sa frustration. Dans ce monde, un faux pas peut t'éclipser sans succès. Ne te laisse pas atteindre. Corrige l'erreur. Prouve-leur qu'ils ont tort. Elle a pincé les lèvres. Je le ferai. Puis elle s'est retournée et est repartie vers l'ascenseur, laissant Ethan derrière elle. L'incident a servi de coup de semonce. Maya a travaillé sans relâche pour affiner les protocoles de gestion des risques de l'algorithme. Elle a parcouru des liasses de données financières mondiales, analysant les changements de politique passée et les réactions du marché. Ses nuits sont devenues plus longues, et ses interactions avec Ethan sont devenues plus distantes. Elle était absorbée par son code, déterminée à s'assurer que cela ne se reproduirait plus jamais. Ethan, lui aussi, a ressenti la tension. Il répondait à des questions nerveuses d'investisseurs, les rassurant sur le fait que la situation était sous contrôle. Pourtant, un seul accroc était suffisant pour ébranler la confiance. Il s'est retrouvé dans des réunions interminables, défendant le génie de Maya. Même si une partie de lui s'inquiétait du coût psychologique pour elle, pouvait-elle supporter le poids de la surveillance de l'entreprise à un si jeune âge? Pourtant, le lendemain du fiasco, le marché s'est stabilisé.
Au cours des semaines suivantes, avec les nouveaux protocoles en place, l'algorithme a repris les transactions rentables. Le conseil d'administration a poussé un soupir de soulagement collectif, mais une prudence résiduelle persistait. Ils ont renforcé la surveillance, exigeant des mises à jour régulières sur la performance du système. Maya, autrefois presque libre de ses mouvements, se retrouvait maintenant à devoir justifier chaque ajustement devant un comité. L'expérience l'a endurcie. Elle parlait moins lors des réunions, se concentrant sur le code. Quand Ethan a essayé de la conseiller sur la façon de gérer la politique de l'entreprise, elle a écouté avec une expression impassible, déterminée à ne pas montrer de faiblesse. Dans des moments de calme, Ethan se demandait s'il ne l'avait pas jeté trop tôt dans le grand bain. Mais il savait aussi que la vraie croissance venait souvent de l'adversité. Et donc, ils ont continué, l'algorithme se stabilisant une fois de plus. Le conseil apaisé par la rentabilité retrouvée. Mais sous le triomphe apparent, des fissures avaient commencé à se former. Le plus grand risque de tout n'était pas financier. Il était personnel. Maya apprenait à la dure que le succès dans le monde adulte venait avec des conditions, et Ethan se retrouvait à remettre en question le coût de son pari à haut risque. C'était un risque qui défiait la logique, alimenté par une croyance en un esprit extraordinaire, et le plus faible murmure d'espoir que parfois, juste parfois, l'improbable pouvait devenir réalité. Malgré le succès retrouvé, le climat chez Grave Industries est resté tendu. Le conseil, ayant été témoin de cette seule journée de perte, a insisté pour une surveillance plus étroite. Ils ont formé un comité d'évaluation des risques, spécifiquement pour surveiller le travail de Maya. Des présentations hebdomadaires, des rapports quotidiens et des contrôles constants sont devenus la nouvelle norme. Maya s'est sentie étouffée. Un jour, après une revue de comité éprouvante, elle a fait irruption dans le bureau d'Ethan. Ses joues étaient rouges de colère. « Ils veulent que je fasse approuver chaque changement de code à l'avance, a-t-elle dit, sa voix tremblant. Ça va tuer l'innovation. Ça va tout ralentir à un rythme d'escargot. » Ethan s'est frotté les tempes. « Je comprends ta frustration, mais après les pertes, ils sont prudents. » Elle a levé les mains en l'air. « Je suis censé apprendre de mes erreurs, mais comment puis-je le faire si je dois demander la permission de modifier une seule variable ?» Ethan s'est levé de son siège, traversant la pièce pour lui faire face. « Tu ne demandes pas. Tu collabores. C'est ainsi que fonctionnent les grandes entreprises. Des couches de contrôle et d'équilibre. » Maya a lancé un regard noir. « Donc on étouffe les nouvelles idées à cause de la bureaucratie ?» Il a presque tressailli devant son intensité. « On s'adapte, a-t-il dit fermement. C'est une partie du défi. On ne peut pas simplement faire ce qu'on veut. Il n'y a plus que toi et moi. Il y a des actionnaires, des employés, et toute la structure que nous avons construite. » Elle a eu l'air de vouloir argumenter, mais elle a mordu sa lèvre, se détournant. « Bien, a-t-elle marmonné. Je suivrai leurs règles. » Cette nuit-là, Maya est restée tard dans son bureau. À minuit, elle était la seule à rester au 75e étage. Ses yeux lui faisaient mal à force de regarder les écrans, son esprit défilant avec des améliorations à moitié formées qu'elle n'était pas sûre de pouvoir mettre en œuvre sans l'approbation du comité. Incapable de dormir, elle a ouvert un programme de chat et a envoyé un message à Aaron, l'un des codeurs qui travaillait parfois avec elle. « Maya, 12h23, tu es réveillée. » Aaron, 12h24, plus ou moins. « Tout va bien ?» Maya, 12h24, juste un coup de gueule. Ces nouveaux processus d'approbation sont étouffants. Aaron, 12h25, tiens bon. Tu fais des choses incroyables. Parfois, le génie effraie les gens. Maya, 12h25, je sais, mais je ne peux pas continuer comme ça. Elle a fermé la fenêtre de chat, poussant un soupir tremblant. Toute sa vie, elle avait été indépendante. Les règles et les structures n'étaient pas seulement des obstacles. Elles étaient des prisons qui confinaient son potentiel. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas partir maintenant. Elle était allée trop loin et avait trop de choses en jeu dans son succès. Le lendemain matin, elle est entrée au bureau pour trouver un courriel laconique du comité d'Elena, une liste de changements de code qu'ils avaient soit rejetés, soit sur lesquels ils demandaient plus de données. La frustration de Maya a explosé. Elle a claqué son ordinateur portable, manquant de peu de fissurer la charnière. Enfilant sa veste, elle a pris l'ascenseur jusqu'à l'étage d'Ethan. Elle a dépassé son assistante, ignorant ses tentatives de l'arrêter, et a poussé la porte du bureau d'Ethan sans frapper.
Elle l'a trouvé en communication mais n'a fait aucun mouvement pour attendre. Il a jeté un coup d'œil à sa silhouette tendue, puis a dit à celui qui était au bout du fil, « Je vous rappellerai » et a raccroché. Un problème, a-t-il demandé, bien qu'il connût déjà la réponse. Vous avez dit qu'il serait prudent, pas tyrannique, a fulminé Maya. Ils ont rejeté la moitié de mes propositions. On dirait qu'ils veulent que le système échoue. Ethan a fait un geste pour qu'elle s'assoie, mais elle est restée debout. Ils ne veulent pas qu'il échoue, a-t-il dit. Ils ne peuvent juste pas suivre le rythme auquel tu avances. Alors à quoi bon, a-t-elle claqué. Comment suis-je censé améliorer l'algorithme si chaque idée est bloquée? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Elena est apparue à la porte, l'air exaspéré. Maya, tu ne peux pas simplement faire irruption ici comme ça. Nous avons un protocole. La tension dans la pièce est montée d'un cran. Les mains de Maya se sont transformées en poings. Protocole? C'est ce que vous appelez étouffer tout ce que nous avons construit. Le ton d'Elena est devenu glacial. Nous avons construit? Tu es une consultante mineure. Grave Industrie existait bien avant que tu n'arrives. Le visage de Maya s'est décomposé, et Ethan a lancé un regard d'avertissement à Elena. Mais le mal était fait. Les yeux de Maya se sont remplis de larmes, ses épaules se sont tendues. Je le savais, a-t-elle murmuré. Vous ne vouliez jamais vraiment de moi ici. Vous vouliez juste l'algorithme. Elena a froncé les sourcils. Ce n'est pas juste. Nous gérons une entreprise, pas une cour de récréation. Ethan est intervenu, la voix tendue. Assez. Vous deux. Elena. Rappelons-nous que Maya a contribué à des millions de profits. Des gains temporaires, éclipsés par un risque réel, a coupé Elena, sa frustration explosant. Le Conseil exige des stratégies plus sûres. Nous avons affaire à des marchés mondiaux, pas à un projet d'école. Maya a inspiré brusquement. Bien. Vous voulez des stratégies plus sûres? Je vais vous donner la stratégie la plus sûre de toutes. Je démissionne. Elena a ricané avec mépris, mais le visage d'Ethan est devenu pâle. Maya. Attends, a-t-il plaidé. S'avançant vers elle. Tu ne peux pas. Elle a secoué la tête furieusement, des larmes menaçant de couler. C'est fini pour moi. Je ne peux pas travailler dans un environnement où je suis traité comme une enfant qui ne peut rien faire de bien, même quand j'ai prouvé que je le pouvais. Sur ce, elle a fait demi-tour et s'est précipitée dehors. Ethan a regardé Elena, la colère flambant dans ses yeux. C'était inutile. Elena a croisé les bras, impénitente. Je pense aux meilleurs intérêts de l'entreprise. Si elle ne peut pas gérer la surveillance, comment pouvons-nous lui faire confiance avec des milliards de dollars? Ethan a ressenti une envie de dire quelque chose de cruel, mais il s'est retenu. Pas, a-t-il dit finalement, sa voix tremblant d'une rage à peine contenue. Je vais m'en occuper. Elena est partie, et Ethan s'est effondré sur sa chaise, la tête dans ses mains. Il n'avait jamais voulu de ce conflit, mais il semblait inévitable. Il a saisi son téléphone, composant rapidement le numéro de Carter. Où est-elle, a-t-il demandé, son ton urgent. Elle vient de partir en trombe. Je veux savoir où elle se dirige. Carter, toujours efficace, a répondu après une brève pause. Elle a quitté le bâtiment, a pris un taxi. Nous le traçons. Pendant des heures, Ethan a attendu, agité. Carter a rapporté que le taxi avait déposé Maya près de la vieille bibliothèque de Riverside. Ethan s'y est rendu lui-même, mais la bibliothécaire a dit qu'elle n'était pas à l'intérieur. Il a essayé de l'appeler, de lui envoyer des SMS, mais n'a eu aucune réponse. La nuit est tombée sur la ville, et toujours aucun signe de Maya. Le lendemain, le conseil s'est réuni à nouveau. Inquiets pour l'avenir de l'algorithme, ils ont exigé un plan de secours. Ethan a esquivé la question, ignorant leur demande de verdict final. Son esprit était fixé sur le lieu où se trouvait Maya. Finalement, tard dans l'après-midi, Carter a appelé avec une piste. Une caméra de sécurité dans un motel délabré montrait Maya en train de s'enregistrer la nuit précédente. Sans délai, Ethan s'y est rendu, un établissement miteux en bordure de la ville. Il a trouvé le gérant, a montré une grosse somme d'argent, et a obtenu une clé de la chambre de Maya. Il s'est approché de la porte avec appréhension, incertain de l'état dans lequel il la trouverait. Il a frappé doucement. Maya? C'est Ethan. Ouvre. Pas de réponse.
Il a réessayé, plus insistant. Toujours rien. Finalement, il a utilisé la clé que le gérant lui avait donnée. En poussant la porte, l'odeur de moisi de la pièce l'a accueilli. Une seule lampe projetait une lueur terne. Sur le lit, Maya était recroquevillée, les yeux rouges d'avoir pleuré. Son ordinateur portable était ouvert sur la table de nuit, des lignes de code encore visibles à l'écran. Elle a levé les yeux, surprise. Quoi? Comment as-tu? Ne t'inquiète pas pour ça, a dit Ethan, entrant prudemment. Il a remarqué ses joues striées de larmes, l'épuisement gravé sur son visage. J'ai essayé de te joindre. Pourquoi n'as-tu pas répondu à ton téléphone? Elle a essuyé ses yeux avec la manche de son sweat à capuche. Parce que je ne voulais pas parler. J'avais besoin d'être seul. Ethan s'est assis sur le bord du lit, laissant une distance respectueuse. Tu ne peux pas rester ici. Ce n'est pas sûr et ce n'est pas digne de toi. Reviens. Nous trouverons un arrangement. La voix de Maya tremblait. Arranger quoi? Elena me déteste. Le conseil ne me fait pas confiance. Je ne suis qu'une gamine pour eux. Ethan a expiré, un pincement de culpabilité le rongeant. Tu n'es pas qu'une gamine. Tu fais partie intégrante de ce que nous construisons. Je ne vais pas mentir. La politique d'entreprise peut être méchante. Tu seras confronté à la surveillance et à l'opposition. Mais partir ne résoudra rien. Ses yeux ont vacillé de colère. Partir résout ma santé mentale. Ça me rappelle que je ne leur appartiens pas. Elle a regardé ses mains, tremblant légèrement. Toute ma vie, j'ai dû me battre pour avoir ma place. D'abord chez moi, puis dans chaque institution qui me traitait comme une marginale, et maintenant chez Grave Industries. Je suis censé produire ces résultats incroyables, mais aussi agir comme si j'étais subordonné à des comités qui ne comprennent pas ce que je fais. Ethan a ressenti ces mots comme un coup de poing dans l'estomac. Il a dû admettre que l'environnement était étouffant, surtout pour quelqu'un avec son génie non conventionnel. Nous pouvons faire des changements, a-t-il dit, son ton suppliant. Je peux parler à Elena, revoir les processus d'approbation. Tu auras toujours affaire à la surveillance, mais je peux la rationaliser. Elle a eu un rire amer. Tu es le PDG, mais même tu as des limites. Et s'ils essaient de tout arrêter? Ethan a serré la mâchoire. Alors je les combattrai. Je te le promets. Elle a cherché dans ses yeux, cherchant la sincérité. Après une longue pause, elle a dit doucement, « Pourquoi vous souciez-vous autant? Ce n'est que du business pour vous, n'est-ce pas ?» Il a hésité, un tourbillon d'émotions compliquées se déchaînant en lui. Ça a commencé comme du business, a-t-il admis, mais tu as prouvé que tu étais plus qu'un outil de profit. Tu me rappelles moi à certains égards, la motivation, l'isolement, la simple volonté de réussir. Je ne peux pas regarder ce génie se perdre. Elle a reniflé, essuyant de nouvelles larmes de ses joues. Je suis fatigué, Ethan. Il a hoché la tête, comprenant le poids de ses mots. Alors, laisse-moi t'aider. Je vais organiser un meilleur endroit où tu peux rester. Sans poser de questions. Reviens au bureau quand tu seras prête, et nous naviguerons ensemble dans la politique. Ils sont restés assis en silence pendant ce qui a semblé être une éternité. Finalement, elle a soupiré. D'accord, a-t-elle murmuré, mais je ne promets pas de rester s'il continue à me traiter comme ça. Ethan s'est levé et a tendu la main. Tu as ma parole. Je ferai tout ce que je peux pour m'assurer que tu sois traité avec respect. Maya a accepté sa main, se levant avec instabilité. Elle a fermé son ordinateur portable, l'a rangé dans son sac à dos usé et l'a suivi dehors. Dans la voiture, aucun des deux n'a beaucoup parlé, mais un sentiment de réconciliation difficile flottait dans l'air. De retour à la Tour Grave, Ethan a personnellement escorté Maya jusqu'à une suite exécutive temporaire qu'il avait arrangée pour elle. Elle a regardé l'espace luxueux, les tapis moelleux, une vue panoramique sur la ville, une kitchenette entièrement équipée, avec un mélange d'émerveillement et de malaise. « Reste ici, a-t-il dit, lui tendant la carte clé. Personne d'autre que moi ne sait que tu es ici. Repose-toi. Nous réglerons les choses le matin. » Elle a hoché la tête, ses yeux s'attardant sur les lumières de la ville. Alors qu'il se tournait pour partir, elle a appelé, « Merci d'être venu me chercher. » Il a regardé en arrière, offrant un petit sourire. « Je le ferai toujours. » À ce moment-là, la tension s'est légèrement levée, mais alors que la porte se refermait derrière lui,
Ethan s'est demandé ce qu'il faudrait pour vraiment protéger Maya de la machine dans laquelle il l'avait introduite. Il a réalisé que son départ imminent l'avait ébranlé plus qu'il ne voulait l'admettre. Le système qu'il construisait était extraordinaire, mais il était fragile. Comme Maya elle-même, dont le génie pouvait se fissurer sous trop de pression. À leur insu, cette chute était seulement le prélude à une montée bien plus grande, une qui redéfinirait non seulement leur fortune, mais leur compréhension de ce que cela signifiait de croire en quelqu'un qui n'avait personne d'autre pour croire en lui. Parfois, dans les moments les plus sombres, les graines de la grandeur prennent racine, et pour Maya, le meilleur restait à venir. Maya est retournée au bureau avec une attitude réservée. Elle a assisté aux réunions du comité d'évaluation des risques, mais ne parlait qu'en termes techniques précis, se portant rarement volontaire pour des explications supplémentaires. Le conseil est resté vigilant, mais avec l'intervention d'Ethan, ils ont assoupli certaines des contraintes. Lentement, l'atmosphère s'est améliorée, bien que la tension couvait toujours sous la surface. Puis est venu le tournant. Un changement sismique dans l'économie mondiale déclenché par une combinaison de bouleversements politiques dans un grand pays et d'une escalade des différends commerciaux. Les marchés sont devenus volatiles, avec des baisses et des hausses soudaines qui ont laissé les analystes traditionnels dans l'embarras. Grave Industries s'est préparé à des pertes importantes, du moins c'est ce que tout le monde pensait. L'algorithme de Maya a fait l'impensable. Il a prospéré dans le chaos. Alors que le marché convulsionnait, son système a rapidement ajusté ses positions, achetant bas et vendant haut avec une précision déconcertante, tandis que d'autres entreprises perdaient du capital. Grave Industries a rapporté des profits records pour ce trimestre. Les médias ont réclamé des explications. Les analystes ont spéculé sur une sorte d'IA ultra secrète, et le cours des actions a grimpé en flèche. Lors d'une réunion d'urgence du conseil convoquée pendant le tumulte, Elena Red a laissé les derniers rapports financiers. Sa voix tremblait d'excitation. Nous avons affiché un rendement de 24% en seulement 3 semaines, alors que le reste du marché est en baisse. C'est sans précédent. Marcus a ajouté, la satisfaction de nos clients est au plus haut. Les investisseurs louent Grave Industries pour avoir navigué ce qu'ils ont appelé un marché imprévisible. Ils exigent que nous allouions plus de capital au système. Ethan était assis à la tête de la table, réprimant un sourire fier. Des objections, a-t-il demandé, balayant du regard les directeurs qui avaient autrefois résisté au projet. Personne n'a pris la parole. Elena a fermé son classeur, son expression un mélange d'émerveillement et d'humilité. Nous devrions annoncer publiquement notre nouvelle approche axée sur l'IA. Ce niveau de succès ne peut pas rester secret pour toujours. Ethan a échangé un regard avec Maya, qui était assise tranquillement dans le coin, jouant avec un stylo. Elle a haussé les épaules, indiquant qu'elle n'avait pas d'opinion forte. Très bien, a dit Ethan, mais nous gardons le contrôle sur le discours. Aucune mention de l'âge de Maya ou de son passé personnel. Nous publierons une déclaration mettant en lumière la technologie et l'équipe derrière elle. Le conseil a donné son accord. Les plans pour une conférence de presse ont été mis en œuvre. Le lendemain, Maya s'est retrouvée dans un tourbillon d'activités. Des représentants des relations publiques l'ont coaché sur l'étiquette médiatique, lui disant à quelles questions s'attendre et comment y répondre. Elle s'est sentie mal à l'aise avec l'attention, mais elle a reconnu l'importance de mettre en valeur son travail. Ethan s'est approché d'elle avant la conférence. « Si tu ne veux pas parler sur scène, tu n'y es pas obligé, a-t-il proposé. Elle l'a regardé, les yeux stables. « Je le veux. J'ai besoin que les gens l'entendent de moi, avec mes propres mots. » Cet après-midi-là, l'atrium principal de la Tour Grave était animé par des journalistes des principaux médias financiers. Des caméras étaient installées, des microphones testés. Ethan a pris le podium en premier, parlant brièvement des réalisations récentes de l'entreprise. Puis, avec un sens du spectacle calculé, il a présenté Maya comme l'architecte en chef de leur système d'IA révolutionnaire. Un silence s'est installé alors que la foule découvrait une jeune adolescente s'approchant du microphone. Elle portait un simple blazer, quelque chose que l'équipe des relations publiques avait choisi. Ses cheveux étaient soigneusement attachés, et les lumières du plafond scintillaient dans ses yeux. « Bonjour » a-t-elle commencé, sa voix calme mais ferme. « Je m'appelle Maya, et j'ai passé les derniers mois à développer et à affiner la plateforme de trading d'IA qui est responsable de notre récent succès. Bien que je ne puisse pas divulguer tous les détails en raison d'informations exclusives, je peux vous dire que le système tire parti de l'analyse des sentiments en temps réel, de l'apprentissage automatique et d'un algorithme adaptatif qui répond aux indicateurs macroéconomiques presque instantanément.
Les stylos des journalistes griffonnaient frénétiquement. Les caméras cliquaient. Un reporter audacieux a demandé, « Si vous me permettez, quel âge avez-vous » Maya a fait une pause, son regard se tournant vers Ethan. Il avait promis la confidentialité, mais la question était posée. Elle a décidé de répondre calmement. « Je suis au début de mon adolescence, a-t-elle dit, mais l'âge ne définit pas la capacité. Ce qui compte, c'est le travail. » Le reporter a insisté, mais Ethan est intervenu, son ton aimable mais ferme. « Nous sommes ici pour discuter de la technologie et des résultats. L'âge n'est pas pertinent pour le résultat que nous avons obtenu. » Maya a répondu à quelques autres questions techniques, démontrant un niveau d'expertise qui a laissé les analystes financiers chevronnés hocher la tête avec une admiration réticente. À la fin de la conférence de presse, les réseaux sociaux étaient en feu avec des titres. L'adolescente prodige derrière l'IA de grave industrie qui bat le marché, l'avenir de la finance est ici, et elle n'a que 14 ans. Alors que certains sceptiques se moquaient du battage médiatique, la majorité de la réaction a été un enthousiasme stupéfait. Les investisseurs ont inondé l'entreprise de nouveaux capitaux, désireux de surfer sur la vague. Les entreprises rivales se sont précipitées pour développer ou acquérir des plateformes d'IA similaires, mais aucune ne pouvait égaler le mélange unique de génie en codage et d'intelligence du marché de Maya. Dans la foulée de la conférence de presse, le téléphone d'Ethan a sonné avec des appels d'anciens amis, de capital risqueurs internationaux, et même d'agences gouvernementales curieuses de collaboration possible. Elena et Marcus, autrefois méfiants, se sont retrouvés à louer Maya à des clients potentiels. Le conseil, initialement un bastion du doute, l'a couverte d'éloges. Maya, de son côté, était à la fois exaltée et dépassée. Soudain, son visage était sur des magazines d'affaires, et des paparazzis essayaient de la photographier à l'extérieur de la tour Grave. Elle s'en tenait aux couloirs intérieurs, ne s'aventurant que rarement dehors à moins d'être accompagnée par la sécurité de l'entreprise. Malgré son nouveau statut de star, elle était toujours une fille de 14 ans qui se sentait plus à l'aise devant son code. Un soir, quand la frénésie s'était quelque peu calmée, Ethan a invité Maya à un dîner tranquille dans un restaurant haut de gamme de la tour. Ils se sont assis dans une cabine privée donnant sur les lumières de la ville. Pour une fois, Ethan n'était pas pressé. Il a commandé un steak saignant tandis que Maya picorait une assiette de pâtes. « Tu as bien géré la conférence de presse, a-t-il dit, sirotant un verre d'eau pétillante. Beaucoup de PDG adultes pourraient apprendre une chose ou deux de ton sang-froid. » Elle a haussé les épaules, faisant tournoyer un brin de spaghetti. J'étais nerveuse. Je me suis juste dit qu'il n'était pas si différent de moi. Juste curieux et sceptique, comme tout le monde. Ethan a hoché la tête. C'est une bonne perspective. Au fait, je pensais à ton éducation. Tu es évidemment en avance sur n'importe quel programme standard, mais il pourrait y avoir des programmes spécialisés ou des tuteurs privés que nous pouvons faire venir. Maya a souri ironiquement. Pour que je puisse obtenir un morceau de papier qui dit que je suis assez intelligente pour l'université. J'apprécie, mais j'apprends plus ici que je ne le ferai dans une école traditionnelle. Il a reconnu son indépendance têtue, mais a persisté doucement. Tu pourrais regretter de ne pas avoir de diplômes officiels plus tard. Pense Y. Il n'y a pas d'urgence. Elle a joué avec sa fourchette, repoussant les pattes. J'y penserai, a-t-elle dit, un ton de concession dans sa voix. Je suppose que ça ne ferait pas de mal d'avoir quelque chose d'officiel. Juste pas une école normale. Ethan a levé son verre dans un toast silencieux. Bien. Nous explorerons les options. Pour l'instant, concentrons-nous juste sur le maintien de cet élan. Elle a levé son verre de soda pour trinquer avec le sien. Un scintillement de contentement est passé entre eux. Pendant un instant, Ethan s'est permis de se sentir fier. Pas dans le sens purement possessif, d'affaires, mais d'une manière qui la reconnaissait comme un être humain dont il avait appris à se soucier. Dans les semaines qui ont suivi, l'histoire de succès de Maya s'est répandue au-delà des cercles financiers. Elle a été invitée à des conférences technologiques et à des symposiums universitaires. Sous la direction d'Ethan, elle a accepté quelques invitations clés. Ses discours d'ouverture ont ébloui les auditoires, menant à des ovations debout et à un tourbillon d'offres de partenariat pour Grave Industrie. En interne, l'expansion de son projet d'IA a été rapide. L'entreprise a mis en place une division dédiée appelée Grave Quantum Analytics, avec Maya comme chef de recherche de facto. Elle a embauché une équipe sélectionnée de data scientists et de codeurs, dont beaucoup avaient le double de son âge. Pourtant,
son style de leadership, direct, pratique et intensément collaboratif, a gagné leur respect. Alors que les profits montaient en flèche et que la frénésie médiatique s'intensifiait, Ethan s'est retrouvé à réfléchir aux parcours improbables qui les avaient menés là. Une jeune fille s'était introduite dans son bureau, laissant derrière elle une feuille cryptique de code de niveau génial. Maintenant, elle se tenait à l'avant-garde d'une révolution dans le trading automatisé. Pour un homme qui rejetait autrefois les émotions comme des passifs, Ethan a ressenti un sentiment indéniable de fierté et de protection envers Maya. Mais il savait aussi que le succès à cette échelle attirerait de puissants adversaires. Les concurrents, les hackers et même les régulateurs gouvernementaux surveilleraient chacun de leurs mouvements. Le moindre faux pas pourrait faire s'écrouler l'empire. Pourtant, pour le moment, le présent était radieux, baigné dans la lueur d'une réussite quasi miraculeuse. Un matin particulièrement mouvementé, Ethan a reçu un appel d'une banque mondiale offrant un partenariat d'une valeur de plusieurs milliards. Il a mis fin à l'appel, griffonnant des notes, et s'est dépêché de trouver Maya. Il l'a trouvée dans son nouveau bureau, perchée sur une chaise ergonomique élégante, faisant défiler des lignes de code. Quand elle a levé les yeux, il a pu voir les légers cernes sous ses yeux. Elle avait l'air fatiguée mais triomphante. C'était le PDG de Paragon Bank, a-t-il annoncé. Ils veulent intégrer ton système à leur plateforme de trading à haute fréquence. L'accord pourrait être énorme. Elle a esquissé un sourire fatigué. Nous devrons adapter l'algorithme à leur infrastructure. Cela va prendre du temps. Je sais, mais ça pourrait nous mettre sur la carte mondiale, a-t-il dit, incapable de réprimer son excitation. Nous devrons gérer les négociations avec prudence. Elle a mis son ordinateur portable de côté. Je le ferai, mais après ça, peut-être pourrons-nous ralentir un peu. Ethan a froncé les sourcils. Ça va? Elle a hoché la tête, se frottant les tempes. Juste épuisé. Tellement de code. Tellement Dieu qui regarde. Il s'est adouci. Fais une pause. Tu as fait plus que ce que quiconque aurait pu demander. Le monde peut attendre quelques jours. Elle a expiré. Le soulagement se mêlait à la gratitude dans ses yeux. D'accord, peut-être que j'irai à la bibliothèque. Pas pour travailler, mais juste pour lire quelque chose de normal. Fais-le, a-t-il dit, posant une main rassurante sur son épaule. Je m'occupe de la boutique. Sur ce, il l'a laissé rassembler ses affaires. En sortant, Ethan a réalisé le chemin qu'ils avaient parcouru. Il n'y a pas si longtemps, Maya était une intruse indésirable. Maintenant, elle était le génie qui propulsait Grave Industries dans une nouvelle ère. Elle avait littéralement choqué le monde avec son génie. Et peut-être, en cours de route, elle avait choqué le cœur endurci d'Ethan en le faisant battre pour quelque chose de plus que juste le profit. Quelques mois après la conférence de presse, Grave Quantum Analytics avait propulsé l'entreprise à un niveau de notoriété qu'Ethan lui-même n'aurait pas pu prévoir. Des clients affluaient du monde entier, désireux de s'associer avec ou d'investir dans le système d'IA de Maya. Le cours des actions a atteint des sommets records. Les commentateurs financiers ont salué Ethan Grave comme un leader visionnaire qui avait misé sur l'avenir de la finance incarnée par une adolescente géniale. Mais au milieu de cette acclamation mondiale, Maya semblait de plus en plus agitée. Elle se jetait dans des marathons de codage et des séances de brainstorming nocturnes. Pourtant, elle évitait les apparitions publiques sauf si c'était absolument nécessaire. La nouveauté de la célébrité s'était estompée, remplacée par un sentiment d'isolement. Des gardes du corps la suivaient à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, et des journalistes rôdaient à l'extérieur, espérant un aperçu ou une phrase choc. Sentant son isolement, Ethan a essayé d'introduire de petites évasions. Un voyage d'une journée à une exposition technologique, une visite privée d'un nouvel incubateur de start-up. Maya y allait poliment, mais ses yeux semblaient souvent lointains comme si son esprit était ailleurs. Un soir, après une autre journée épuisante, Ethan la trouva seule dans le jardin sur le toit de l'immeuble. Elle se tenait près de la balustrade, regardant les lumières de la ville en contrebas. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête, ses cheveux agités par une douce brise. « Tout le monde me félicite pour l'argent, les affaires, les nouveaux partenariats, dit-elle, la voix empreinte de mélancolie. Mais est-ce tout ce qu'il y a ? Il s'approcha, s'appuyant sur la balustrade à côté d'elle. « Tu as l'air déçu, soupira-t-elle. Je pensais qu'une fois arrivé ici, une fois que j'aurais fait mes preuves, je me sentirais accompli, je suppose, mais je me sens juste vide. Comme si j'avais passé toute ma vie à fuir le doute et la solitude, et maintenant que je suis là,
je réalise que je les ai toujours en moi. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des étoiles éparpillées. Ethan se rappela avoir ressenti quelque chose de similaire lorsqu'il avait atteint son premier milliard. Il s'attendait à de l'euphorie, au sentiment d'avoir conquis le monde. Au lieu de cela, il s'était senti anxieux, comme s'il avait atteint le sommet de la montagne pour ne voir que des sommets plus élevés au-delà. Il ne s'agit jamais seulement de l'argent, dit-il longuement, mais parfois nous ne le réalisons qu'après l'avoir. Elle le regarda, son expression à vif. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je continue à améliorer l'algorithme? Je continue à faire plus d'argent? Ça ne me semble pas suffisant. Il pensa aux années qu'il avait passées à courir après le profit et le pouvoir, pour se retrouver émotionnellement à sec. Te souviens-tu pourquoi tu voulais un endroit calme pour travailler au départ? Demanda-t-il. Elle sourit avec amertume. Je voulais réfléchir et créer sans que les gens me jugent ou m'interrompent. Il hocha la tête. Alors fais ça. Pas pour le conseil d'administration. Pas pour les actionnaires. Pour toi. Demande-toi ce que tu veux faire de ton talent, au-delà du simple fait de faire monter les chiffres. Elle joua avec un fil lâche sur sa veste. Je ne suis pas sûr. Parfois, je pense à utiliser l'IA pour des projets plus humanitaires, comme prévoir les catastrophes naturelles ou gérer la distribution de nourriture. Mais ça ne rapporte pas d'argent. L'argent est une ressource, dit Ethan. Il n'est bon que par ce que tu en fais. Si tu veux explorer autre chose, je te soutiendrai. Nous avons l'influence nécessaire maintenant pour nous diversifier. Elle étudia son visage, cherchant des signes de condescendance ou de motifs cachés. Au lieu de cela, elle trouva de la sincérité. Tu me laisserais faire ça? Il eut un sourire rare, un vrai. Je soutiendrai ça, mais tu feras face à de la résistance de la part du conseil d'administration. Ils n'aimeront pas détourner des ressources de projets rentables. Elle haussa les épaules. De toute façon, ils ne m'ont jamais aimé. C'est vrai, dit-il avec un petit rire doux. Mais tu as prouvé que tu pouvais leur rapporter des milliards. Cela pourrait nous donner une certaine marge de manœuvre. Maya reporta son regard sur la métropole tentaculaire. Je ne veux pas être juste une vache à lait, dit-elle. Si je peux aider les gens, les aider vraiment, peut-être que c'est ça qui comblera le vide. Ethan pensa à son propre parcours, dans sa quête de richesse. Il avait écrasé d'innombrables concurrents et rompu des liens personnels qui auraient pu enrichir sa vie d'autres manières. Ce n'est que maintenant, en voyant la lutte sincère de Maya, qu'il réalisa le vide de la pure ambition. Alors faisons-le, dit-il, posant une main sur son épaule. Cette nuit-là, une nouvelle résolution prit forme. Maya commença à esquisser des idées qui allaient au-delà des algorithmes de trading, des modèles d'IA pour l'analyse des soins de santé, l'optimisation de la réponse aux catastrophes, des outils éducatifs pour les communautés défavorisées. Elle partagea ses propositions avec Ethan, qui assigna une petite équipe de recherche pour étudier leur viabilité. Lors de la réunion du conseil d'administration suivante, Maya présenta un projet pilote de développement d'IA philanthropique. La réaction du conseil fut mitigée. Certains membres étaient carrément hostiles, tandis que d'autres étaient intrigués par les avantages potentiels en matière de relations publiques. Elena, qui s'était adoucie face au talent de Maya mais restait financièrement prudente, souleva des préoccupations concernant les coûts et le retour sur investissement. C'est tout l'intérêt, argumenta Maya. Il ne s'agit pas du retour sur investissement et des dollars. Il s'agit de sauver des vies, d'améliorer l'éducation, de prévenir les crises. Elena ouvrit la bouche pour répliquer, mais Ethan intervint. Maya a déjà prouvé qu'elle pouvait générer des revenus comme personne d'autre dans cette industrie. Si elle veut allouer une petite fraction de cela à la R&D philanthropique, je ne vois aucune raison de m'y opposer. Le conseil échangea des regards, conscient que le soutien d'Ethan était décisif. À contre-cœur, ils approuvèrent le programme pilote. Bientôt, la nouvelle division Grave Global Impact prit forme, dirigée par Maya. La synergie entre les objectifs philanthropiques et l'IA avancée alluma une nouvelle étincelle en elle. Elle s'immergea dans ses projets avec la même vigueur qu'elle réservait autrefois à la finance, et les résultats furent prometteurs. Quelques mois plus tard, une révolution tranquille commença. Un des outils d'analyse de santé de Maya identifia les premiers signes d'une épidémie émergente dans une région reculée. En détectant des anomalies dans les rapports d'hôpital et les données des patients, les autorités locales agirent plus rapidement, contenant l'épidémie avant qu'elle ne se propage largement.
La nouvelle de cette percée se répandit dans les gros titres internationaux, éclipsant les habituels triomphes financiers de Grave Industries. Dans les interviews, Maya déplaça l'attention de son algorithme de trading vers les projets humanitaires. Elle parla avec passion de la manière dont l'IA pouvait servir la société, et pas seulement les marchés. Sa sincérité résonna auprès du public. Les dons affluèrent de groupes philanthropiques qui voulaient soutenir sa cause. Même les membres du conseil, voyant la presse positive et la réputation de l'entreprise renforcée, commencèrent à faire l'éloge de la division Grave Global Impact. Un soir, après une démonstration particulièrement réussie d'une IA de réponse aux catastrophes lors d'un sommet international, Maya appela Ethan dans son bureau. C'était le même espace qu'elle utilisait pour l'algorithme de trading, maintenant couvert de graphiques et de diagrammes liés aux données humanitaires. « Merci », dit-elle une fois qu'il fut assis. « Tu m'as donné ma chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et tu m'as laissé poursuivre ces idées même quand les gens pensaient que j'étais folle. » Ethan écarta sa gratitude d'un geste de la main. « Tu as gagné cette chance toi-même. Je ne me suis juste pas mis en travers de ton chemin, » elle sourit, sans aucune réserve. « Malgré tout, ça compte beaucoup. Je n'ai jamais eu personne qui croit en moi comme ça. Pas un professeur, pas un parent, personne. » Sa voix vacilla légèrement, trahissant le poids émotionnel derrière ses mots. « D'une étrange manière, tu es la chose la plus proche de la famille que j'ai eue. » Ethan sentit son calme flancher. Lui, qui avait construit des murs autour de son cœur, réalisa que ces murs avaient maintenant des fissures. Des fissures créées par la confiance inébranlable de Maya. « Tu n'es pas folle, » dit-il doucement. « Et pour que ce soit clair, je suis fier de toi. Pas seulement pour l'argent, mais pour ce que tu fais maintenant. » Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence. Deux individus qui avaient commencé comme des étrangers, l'un un milliardaire endurci, l'autre une jeune prodige fuyant un monde négligent, étaient devenus quelque chose qui s'apparentait à de la famille. Les yeux de Maya brillèrent, mais elle retint ses larmes. « Je ne suis généralement pas émotive, » murmura-t-elle, souriant à travers une lèvre tremblante. « C'est autorisé, » dit Ethan, la voix teintée d'une rare chaleur. « Ne dis juste à personne que j'ai dit ça. » Elle rit, un son joyeux et sincère qui emplit le bureau. Et dans ce rire, Ethan entendit la douce note de la possibilité, un rappel que le succès ne se limitait pas au bilan. Il y avait de l'épanouissement à donner du pouvoir aux autres, à canaliser l'intelligence vers une cause plus grande que soi-même. Dans les mois qui suivirent, les efforts de Maya en matière d'IA philanthropique firent la une des journaux. Elle devint une conférencière principale lors de forums technologiques mondiaux, défendant l'IA éthique et les solutions basées sur les données pour des problèmes du monde réel. Les médias louèrent Grave Industries pour avoir favorisé l'innovation avec un cœur. Les actionnaires, d'abord inquiets, découvrirent que la bonne volonté et l'image de marque positive menaient souvent à des partenariats et des investissements lucratifs. Ethan observa ces développements avec un sentiment d'émerveillement. L'enfant qu'il avait trouvé caché sous son bureau était devenu un phare d'espoir pour d'innombrables personnes à travers le monde. Les milliards qu'ils avaient gagnés ensemble pâlissaient en comparaison des vies qu'ils avaient touchées. Et à la fin, Ethan réalisa que sa plus grande réussite ne se mesurait pas en dollars, mais dans la manière dont il avait permis à une jeune femme remarquable de façonner son destin. Oui, l'argent continuait de rentrer. Oui, Grave Industries atteignit des sommets sans précédent. Mais lors de conversations calmes et de moments de réflexion, Maya et Ethan reconnurent tous deux que la vraie victoire était intangible. La reconnaissance que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des marchés ou l'accumulation de richesses, mais dans la création d'opportunités pour que les autres s'élèvent. Et dans cette compréhension partagée, ils trouvèrent un sens à leur vie que tout l'argent du monde ne pourrait jamais acheter. Les années passèrent rapidement, transformant Maya d'une prodige aux yeux vifs en une jeune femme avec des réalisations immenses. Elle n'était encore qu'à la fin de son adolescence, mais elle avait accompli ce que la plupart des gens ne peuvent pas faire de toute une vie. Grave Industries s'était étendue à de nouveaux territoires, l'énergie, la santé, l'éducation, en s'appuyant toujours sur les connaissances de Maya en IA pour s'implanter. Mais le joyau de leur portefeuille n'était pas seulement l'algorithme de trading. C'était l'aile philanthropique, Grave Global Impact, qui était devenu un modèle de responsabilité sociale d'entreprise. Les gouvernements consultaient Maya pour des stratégies de gestion de crise, les universités lui offraient des diplômes honorifiques et les donateurs privés se précipitaient pour financer ses initiatives. Pourtant, au milieu de toutes les éloges, elle n'oublia jamais d'où elle venait, ni la solitude qui l'avait autrefois poussée à se cacher dans un bureau au 80e étage. Par une belle journée d'automne,
Maya et Ethan se retrouvèrent sur une scène dans un centre d'innovation nouvellement construit. Une rangée de caméras cliquait et bourdonnait, capturant le moment où le gouverneur coupa un ruban, inaugurant l'Institut Maya Carter pour l'innovation des jeunes, une immense installation dédiée à l'accompagnement de talents défavorisés dans les domaines scientifiques et technologiques. Le nom, Carter, était l'idée de Maya, un hommage au chef de la sécurité bienveillant qui, malgré des réserves initiales, avait toujours veillé sur elle. Lorsque le ruban tomba, le public éclata en applaudissements. Des enfants d'école à faible revenu, les yeux pleins d'étoiles et d'espoir, se pressaient pour voir les expositions. Maya prit le microphone, son visage rayonnant d'excitation. « Bienvenue à tous », commença-t-elle, sa voix résonnant dans les couloirs impeccables. Cet institut n'est pas juste un bâtiment. C'est une promesse. Une promesse que l'intelligence n'a pas d'âge, pas de classe sociale et pas de frontières. Ma vie a changé quand quelqu'un m'a donné une chance, et maintenant je veux faire la même chose pour tous ceux qui se sentent ignorés. Elle regarda Ethan, qui se tenait sur le côté. Ses yeux brillaient d'une fierté discrète. Quand j'avais 14 ans, je suis entré dans la tour grave parce que je n'avais nulle part où aller et que j'étais désespéré de trouver un endroit pour travailler sans être jugé. Aujourd'hui, je me tiens dans un endroit construit spécifiquement pour qu'aucun enfant n'ait à faire ce que j'ai fait, se faufiler dans un bureau pour réaliser ses rêves. La foule a applaudi, et Maya recula, faisant signe à Ethan de la rejoindre au pupitre. Il s'éclaircit la gorge, pas entièrement à l'aise avec les projecteurs, mais contraint par l'occasion. « Je ne peux pas m'attribuer beaucoup de mérite pour la brillance de Maya, dit-il, sa voix grave résonnant. C'est tout elle, mais je peux dire que ses idées ont façonné Grave Industries, et moi-même, bien plus que n'importe quelle stratégie d'entreprise ne l'a jamais fait. » Il marqua une pause, regardant la mer de jeunes visages avides. « Tout le monde mérite une chance, continua-t-il doucement. Il m'a fallu trop de temps pour apprendre que le vrai pouvoir ne consiste pas à dominer les marchés, mais à élever les autres. Cet institut incarne ce principe, et je suis honoré de faire partie de sa création. » D'autres applaudissements suivirent, et bientôt, les visites de l'installation commencèrent. Des laboratoires à la pointe de la technologie, des ateliers de codage, des programmes de mentorat. Tout était conçu pour identifier et cultiver les jeunes talents issus de milieux défavorisés. Les enfants erraient dans les couloirs, les yeux écarquillés, certains voyant de la robotique avancée ou de l'impression 3D pour la première fois. Maya se mêlait à la foule, répondant aux questions, offrant des encouragements. Ici, son cœur était en paix, libéré de la pression incessante des transactions à enjeux élevés. Ethan, quant à lui, naviguait entre les conversations avec les autorités locales et les partenaires philanthropiques. Il se sentait étrangement en paix, une sensation qu'il avait rarement éprouvée dans le monde des affaires impitoyables. L'ombre qui avait autrefois assombri sa vie, le vide de sens derrière les acquisitions sans fin et les batailles ennuyeuses, s'était retiré. Maintenant, il se tenait dans un endroit rempli de potentiel et d'espoir, réalisant que c'était le legs qu'il voulait laisser. Après la cérémonie, Maya se retira dans un coin tranquille, regardant les visiteurs explorer. Ethan la rejoignit, s'éloignant d'une conversation avec le gouverneur. Ils se tenaient côte à côte, leurs expressions un mélange de fierté et d'introspection. « C'est plus grand que je ne l'imaginais », remarqua Maya, balayant les couloirs spacieux du regard. « Il fallait que ce soit le cas », répondit Ethan en souriant. « Le talent ne pousse pas dans de petites boîtes. » Elle hocha la tête, se souvenant des coins exigus de la bibliothèque où elle se cachait autrefois et de l'espace ombragé derrière le bureau d'Ethan. « Je suppose que non. » Ils se turent, chacun perdu dans ses propres réflexions. Finalement, Maya se tourna vers lui. « Merci, d'avoir cru en moi à l'époque et de me soutenir maintenant. » Il posa une main sur son épaule, lui donnant une pression rassurante. « Tu as fait tout le travail. J'ai juste fourni les ressources. » Elle rit, un son léger et musical qui lui rappelait encore l'adolescente nerveuse qui était apparue pour la première fois dans son bureau. « Tu as fait plus que ça. » Avant qu'il ne puisse répondre, un groupe de journalistes s'approcha, demandant des interviews. Maya les affronta avec grâce, parlant avec passion des objectifs de l'Institut. Ethan la regarda depuis la touche, réfléchissant au chemin qu'elle avait parcouru et au chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. D'un milliardaire solitaire s'accrochant à son pouvoir à un mentor philanthropique soutenant une jeune prodige, il avait parcouru un arc qui semblait presque impossible avec le recul. Bientôt, les festivités de la journée s'achevèrent et les portes de l'Institut se fermèrent au public. Quelques membres du personnel s'attardèrent, rangeant. Maya trouva Ethan près de l'entrée,
regardant une plaque qui portait leurs deux noms. C'est drôle, murmura-t-il, désignant l'inscription. J'ai toujours pensé que mon nom serait sur des stades ou d'autres gratte-ciel. Je n'ai jamais imaginé qu'il serait sur quelque chose comme ça. Maya s'approcha de lui. Est-ce que tu le regrettes, demanda-t-elle, avec un ton taquin dans la voix. Ne pas avoir construit plus de monuments à ta gloire personnelle. Il renifla doucement, secouant la tête. Non. Ça fait plus de sens. Il marqua une pause, regardant le couloir tranquille bordé de salles de classe et de laboratoire. La richesse ne signifie rien si elle ne crée pas d'opportunités pour que les autres s'élèvent. J'ai appris ça de toi, que tu aies voulu me l'enseigner ou non. Ils restèrent dans un silence amical, les derniers rayons du soleil couchant scintillant sur les sols polis. Finalement, Maya parla, sa voix douce. Tu sais, parfois je pense encore à cette nuit dans ton bureau. À quel point j'étais effrayé, mais aussi déterminé. D'une manière étrange, c'était le tournant de toute ma vie. Ethan hocha la tête, les souvenirs de cette rencontre fatidique inondant son esprit. Moi aussi, admit-il doucement. Dehors, le ciel devint d'un violet profond, les étoiles commençant à percer le crépuscule. Alors que Maya et Ethan sortaient des portes de l'institut, ils laissaient derrière eux un espace qui symbolisait plus que le succès ou la charité. C'était un témoignage des deuxièmes chances et de l'idée que la grandeur peut naître des partenariats les plus improbables. En s'éloignant en voiture, Ethan jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, voyant le panneau illuminé de l'institut s'estomper au loin. Un sentiment de profonde satisfaction l'emplit. Il se rappela la morale qu'il avait autrefois rejetée comme naïve. La richesse ne signifie rien si elle ne crée pas d'opportunités pour que les autres s'élèvent. Maintenant, il comprenait que c'était la vérité directrice qui avait remodelé sa vie. Maya, assise sur le siège passager, regardait par la fenêtre, un petit sourire sur ses lèvres. Elle savait que leur voyage était loin d'être terminé. De nouveaux défis surgiraient. De nouveaux projets exigeraient sa créativité. Mais ce soir-là, elle se sentait en sécurité, sachant que son génie avait trouvé sa place, non seulement dans le labyrinthe de la haute finance, mais dans le cœur et l'esprit de ceux qu'elle espérait élever. Et ainsi, avec les lumières de la ville scintillant autour d'eux, le milliardaire et son ancienne protégée cachée continuèrent leur chemin vers un avenir qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer seul, forgeant un héritage défini non par la hauteur des gratte-ciel, mais par la profondeur de leur impact sur le monde.